Je m'appelle Audrey, j'ai 33 ans et je travaille comme gestionnaire de portefeuille d'investissement. Tout semblait parfait lors de la fête de naissance de ma meilleure amie Claire, jusqu'à ce que mon mari Nolan me saisisse le poignet. Nous devons partir immédiatement, a-t-il chuchoté, le visage complètement pâle. Je lui ai demandé ce qui ne allait pas. Il n'a pas dit un seul mot pendant qu'il me traînait hors de cette luxueuse maison de banlieue. Nous avons atteint notre voiture et verrouillé les portières. Il s'est tourné vers moi et m'a demandé comment il était possible que je n'ai pas remarqué ce qui se passait juste sous mes yeux. Ce qu'il m'a montré ensuite m'a noué l'estomac et a brisé toute mon existence en un instant. Avant de poursuivre cette histoire, dites-moi depuis où vous me regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à une famille qui sous-estimait votre valeur. Nous étions assis dans l'allée de l'immense propriété de Claire. Je serrais encore contre moi le cadeau coûteux que j'avais acheté pour son bébé. Claire et moi étions meilleurs amis depuis 15 ans. Je lui aurais confié ma vie. Nolan a sorti son téléphone, ses mains tremblaient. Il travaille comme auditeur de données et expert en cybersécurité, il remarque donc des détails que tout le monde rate. Il a affiché une photo qu'il avait prise discrètement à l'intérieur de la maison. Claire avait utilisé sa tablette pour projeter des photos d'échographie sur le grand écran de télévision du salon pour que tous les invités puissent les admirer. Pendant une fraction de seconde, une bannière de notification était apparue en haut de son écran. Tout le monde était occupé à applaudir et à boire du champagne, mais Nolan l'avait vue. Il avait pris une photo rapide avant qu'elle ne disparaisse. « Regarde l'expéditeur et regarde le montant », a dit Nolan, la voix tendue. J'ai plissé les yeux vers l'écran lumineux. La notification était une alerte bancaire pour un virement entrant. L'expéditeur était indiqué comme Richard et Cynthia, mes parents. Le montant était astronomique, 250 000 $. Mais c'est le libellé du virement qui a vidé mon visage de tout son sang. Le texte disait, pour les soins de Brandon Jr. Je fixais l'écran brillant. Brandon est mon frère aîné. Il est l'enfant roi incontesté de notre famille, un homme qui n'a jamais gardé un emploi stable et qui compte constamment sur nos parents pour le sortir de ses terribles projets d'affaires. Le bébé que Claire portait n'était pas l'enfant de son mari. C'était l'enfant de Brandon. Ma meilleure amie couchait avec mon propre frère bon à rien, et mes parents transféraient secrètement $250 000 sur son compte bancaire pour financer le bébé illégitime de leur fils chéri. Une sensation de nausée m'a envahi à mesure que la réalité absolue de la situation s'imposait à moi. Mes parents venaient de donner $250 000 en argent liquide sans sourciller. Assise là sur le siège passager, j'ai soudain eu l'impression d'avoir à nouveau 18 ans, assise à la table de la salle à manger de mes parents, les suppliant de m'aider à payer mes frais de scolarité universitaire. J'avais été accepté dans une université de premier plan pour étudier la finance. Mes parents m'avaient regardé droit dans les yeux en prétendant qu'ils étaient complètement ruinés. Mon père, Richard, avait soupiré lourdement et m'avait dit que je devais apprendre la valeur du travail acharné, me forçant à contracter d'énormes prêts étudiants et à cumuler 3 emplois secondaires juste pour survivre. Pourtant, cette même semaine, ils avaient acheté une voiture de sport neuve pour Brandon simplement parce qu'il avait réussi à valider ses cours dans un collège communautaire. Ils m'avaient toujours traité comme un fardeau financier tout en traitant Brandon comme un roi absolu. La trahison était si profonde qu'elle ressemblait à une douleur physique. Ma meilleure amie m'avait trahi en couchant avec mon frère. Mes parents m'avaient trahi en finançant secrètement sa vie tout en me répétant constamment que j'étais égoïste de me concentrer sur ma carrière. J'avais passé des années à bâtir ma fortune à partir de rien, finissant par devenir une gestionnaire de portefeuille très prospère. J'avais même créé une société écran pour racheter des dettes d'entreprises toxiques, assurant ainsi ma propre indépendance financière car je savais que ma famille ne me soutiendrait jamais. Ils m'avaient toujours décrite comme froide et calculatrice. Ils disaient que ma carrière m'isolait. En réalité, c'était eux qui géraient un réseau de mensonges juste sous mon nez. Nolan a doucement retiré la boîte cadeau de mes mains. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point je la serrais fort. Les coins en carton étaient écrasés sous la pression de mes doigts. Il m'a regardé avec une profonde inquiétude dans les yeux. « Qu'est-ce que tu veux faire, Audrey ?» a-t-il demandé doucement. « Veux-tu retourner à l'intérieur et les affronter tout de suite ?» J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration, refoulant mes larmes. Pleurer leur donnerait du pouvoir. Pleurer était exactement ce que ma mère, Cynthia, attendait de moi pour pouvoir me traiter de dramatique et d'instable. Je devais être intelligente.
Je devais être la gestionnaire de portefeuille froide et calculatrice qu'il m'accusait toujours d'être. J'ai regardé Nolan et lui ai dit de démarrer la voiture. Nous allions partir tranquillement et les laisser profiter de leur fausse célébration. Nous avions besoin de temps pour rassembler des preuves avant de détruire leur façade parfaite. Nolan a hoché la tête et a tendu la main vers le contact. Mais avant qu'il ne puisse démarrer le moteur, de violents coups ont retenti contre ma vitre côté passager. J'ai sursauté sur mon siège. Ma mère, Cynthia, se tenait juste à l'extérieur de la voiture. Son visage était rouge de colère et elle me fixait à travers la vitre. Dans sa main manucurée, elle serrait un morceau de papier froissé. Elle a tiré sur la poignée de la portière, mais Nolan l'avait verrouillée. « Baisse la vitre tout de suite, Audrey » a-t-elle exigé bruyamment. J'ai baissé la vitre juste assez pour entendre sa voix. Elle a poussé violemment le papier à l'intérieur de l'habitacle. C'était l'énorme facture du traiteur. Le papier froissé a atterri directement sur mes genoux avec un léger bruit sourd. J'ai baissé les yeux vers le logo en gras de Platinum Catering, suivi d'une liste détaillée d'amuse-bouche au caviar, de champagne millésimé et d'un immense gâteau personnalisé pour la fête. Tout en bas de la page, le total à payer brillait en gros caractères noirs, 15 000 $. J'ai levé les yeux vers ma mère à travers la vitre entr'ouverte. Ses cheveux parfaitement balayés par le vent et ses yeux affichaient une énergie frénétique et arrogante que je ne connaissais que trop bien. « Donne-moi ton Amex, Audrey » a lancé Cynthia. Elle a tapoté impatiemment ses ongles manucurés contre le bord froid de la vitre. Les traiteurs menacent de remballer tout le buffet des desserts si le solde n'est pas réglé à la seconde même. Ton père et moi avons laissé nos portefeuilles à la maison. Vous avez laissé vos portefeuilles à la maison, ai-je répété. Ma voix était dangereusement calme, masquant à peine l'incrédulité qui vibrait dans tout mon corps. Vous venez à une fête somptueuse que vous êtes censé organiser pour votre belle-fille, et vous oubliez commodément vos portefeuilles. Cynthia a levé les yeux au ciel et a poussé un soupir dramatique et exaspéré. Ne commence pas avec tes interrogatoires interminables, Audrey. Nous avons énormément de choses à gérer en ce moment. Brandon est en train de lancer sa nouvelle entreprise de conseil en crypto-monnaie, et il avait désespérément besoin de nos liquidités pour son premier tour de table. Tu gères des millions de dollars de portefeuille d'entreprise chaque jour. 15 000 $ n'est que de l'argent de poche pour toi. Ne sois pas radine avec ta propre famille quand nous sommes dans l'embarras. J'ai regardé la femme qui m'avait mise au monde, ressentant une vague de dégoût indicible. L'audace de sa demande était stupéfiante. Mon frère Brandon avait 35 ans. Cette entreprise de conseil en crypto-monnaie était son 6e projet d'affaires majeur en 5 ans. Avant cela, il y avait eu une boulangerie artisanale pour chiens, une marque de basket de luxe et une application mobile ratée pour réserver des terrains de golf. À chaque fois qu'il avait une nouvelle idée brillante, mes parents finançaient entièrement ses délires. À chaque fois, l'argent s'évaporait. Pourtant, quand j'avais 18 ans et que j'avais reçu ma lettre d'admission pour une prestigieuse université de l'Ivy League, Cynthia m'avait assise à notre table de cuisine en acajou pour me dire que j'étais incroyablement égoïste d'attendre qu'il paie mes frais de scolarité. Elle m'avait dit que je devais me débrouiller seul et apprendre la vraie valeur d'un dollar. J'avais passé la décennie suivante noyé sous le poids de dettes étudiantes étouffantes, travaillant les soirs et les week-ends pour bâtir ma carrière à partir de rien pendant qu'ils achetaient à Brandon un appartement de luxe simplement parce que loué était en dessous de son standing. Et maintenant, elle voulait que je donne nonchalamment 15 000 $ pour une fête célébrant la liaison secrète de Brandon avec ma meilleure amie. J'ai pris la facture du traiteur par le coin, la tenant comme si elle était contaminée, et je la lui ai rendue fermement à travers l'entrebâillement de la vitre. « Ce n'est pas ma facture, maman » ai-je dit, en gardant mon regard ancré dans le sien. Et ce n'est certainement pas à moi d'assumer ce fardeau financier. Si toi et papa voulez financer une fête pour Claire, vous n'avez qu'à trouver comment la payer vous-même. Le visage de Cynthia s'est déformé en une grimace laide et méconnaissable. Elle a essayé de repousser le lourd papier dans la voiture, mais j'ai tenu bon, refusant de le reprendre. « Tu es absolument incroyable » a-t-elle sifflé. Sa voix montait, suffisamment pour que les voituriers se retournent et fixent notre véhicule. Ton frère est en train de bâtir un empire. Il a besoin de notre soutien inconditionnel. Tu as le devoir fondamental d'aider cette famille quand nous te le demandons. Je te demande une simple faveur. Non, tu exiges que je subsidie tes mensonges, ai-je rétorqué, serrant le volant en cuir jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai appuyé sur le bouton pour remonter la vitre.
Cynthia a poussé un cri et a retiré ses doigts une fraction de seconde avant que la vitre teintée ne se ferme hermétiquement. J'ai appuyé sur le bouton de verrouillage centralisé dans un clic net et satisfaisant, j'ai enclenché la marche arrière et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Dans le rétroviseur, j'ai regardé ma mère debout seule au milieu de la vaste allée circulaire. Elle hurlait des mots que je ne pouvais plus entendre, le visage rouge de colère, agitant frénétiquement la facture du traiteur en l'air comme une arme. Nolan a posé une main réconfortante et chaleureuse sur mon genou alors que nous franchissions les portes en fer forgé pour rejoindre la route principale. Nous sommes rentrés à la maison dans un silence lourd et étouffant. L'adrénaline retombait lentement, laissant derrière elle un œuf froid et dur de colère profonde dans ma poitrine. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de prouver ma valeur à des gens qui ne me voyaient que comme un filet de sécurité financière pratique pour leur fils chéri. J'ai réalisé alors que mes parents ne se contentaient pas de favoriser largement Brandon, ils méprisaient activement mon indépendance parce qu'ils ne pouvaient pas la contrôler ni la manipuler à leur propre avantage. La nuit s'est déroulée dans un flou de va-et-vient incessant et de conversations à voix basse. Nolan et moi sommes restés éveillés tard pour reconstituer la chronologie de la liaison entre Brandon et Claire. Nous avons réalisé que les indices flagrants étaient là depuis des mois, les déjeuners coûteux que Claire s'offrait soudainement, les voyages mystérieux du week-end que Brandon prétendait faire pour des réunions d'affaires cruciales, et mes parents qui traitaient soudainement Claire comme une reine. C'était un réseau de tromperies parfaitement orchestré, et j'avais été la sotte aveugle piégée au beau milieu. J'ai finalement réussi à dormir quelques heures d'un sommeil agité avant que mon réveil ne sonne à exactement 6 heures du matin. J'avais une analyse majeure de portefeuille client à 9 heures, et je devais enfouir mes émotions débordantes pour fonctionner comme la professionnelle que j'avais été formé à être. Je suis arrivé à mon bureau dans le centre-ville de Hartford, je me suis versé une grande tasse de café noir et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La vue panoramique sur la ligne d'horizon de la ville calmait habituellement mes pensées. Mais aujourd'hui, mon esprit s'activait sur des stratégies défensives. Je devais isoler complètement mes finances. Je devais m'assurer que mes parents n'aient absolument aucun accès à mes comptes, fiducie ou actifs. À 8h45 précise, alors que j'examinais un rapport financier trimestriel dense, mon téléphone personnel a vibré violemment sur le bureau en acajou. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était un SMS automatique d'American Express marqué d'une icône rouge d'alerte de fraude urgente. J'ai pris le téléphone, fronçant les sourcils d'incompréhension. Le message numérique était exceptionnellement clair et direct. Avez-vous autorisé un débit de $15 000 pour Platinum Catering à 8h42? Répondez par oui ou non. Mon cœur a cogné contre mes côtes, résonnant dans mes oreilles. J'ai fouillé dans mon sac à main. Ma carte de crédit physique était bien en sécurité dans mon portefeuille en cuir. Je n'avais rien autorisé. Quelqu'un avait volé mes coordonnées bancaires privées. Quelqu'un dans ma famille venait de me voler $15 000. Je fixais l'écran brillant de mon téléphone, l'alerte de fraude rouge vif me brûlant les yeux. $15 000. C'était le montant exact de la facture du traiteur que ma mère avait jeté contre la vitre de ma voiture la veille. Ma poitrine s'est serrée, mais je n'ai pas versé une seule larme. Pleurer était une réaction biologique inutile. Pleurer était ce que Cynthia attendait de moi. À la place, une vague de clarté glaciale a envahi mon esprit. J'ai fait glisser mon téléphone sur la surface lisse en acajou de mon bureau vers Nolan. Il venait d'entrer dans mon bureau à domicile en tenant 2 tasses de café noir. Il a posé les tasses avec précaution, ses yeux se plissant en lisant le message automatique d'American Express. Il n'a posé aucune question inutile. Nous étions mariés depuis assez longtemps pour qu'il sache exactement comment fonctionnait mon esprit. Nolan s'est simplement retourné, a marché le long du couloir jusqu'à son propre bureau et est revenu avec son ordinateur portable de travail hautement crypté. En tant qu'auditeur de données senior et spécialiste de la cybersécurité, traquer les empreintes numériques n'était pas seulement son travail, c'était sa véritable obsession. Il a fait craquer ses articulations, a ouvert le terminal sur son écran et s'est mis immédiatement au travail. Nous sommes restés dans un silence total pendant 20 minutes. Le seul son dans la pièce était le cliquetis rapide et rythmé de ses doigts volants sur le clavier mécanique. De mon côté, je me suis connecté à mon portail bancaire et j'ai immédiatement bloqué le compte compromis. Puis j'ai regardé Nolan travailler. Il contournait l'interface bancaire de base, extrayant les données brutes de la transaction directement depuis la passerelle de paiement du fournisseur. Il a recoupé l'horodatage de la transaction, qui avait eu lieu à 8h42 précise ce matin. Il a tracé l'adresse IP spécifique associée au paiement de la facture numérique.
Je me suis penché au-dessus de son épaule, regardant les lignes de code se refléter dans ses lunettes. Le paiement n'avait pas été effectué depuis la maison de mes parents. Il n'avait pas été effectué depuis la propriété de Claire. Le débit provenait d'un réseau cellulaire. Nolan a lancé un diagnostic rapide sur l'identifiant de l'appareil. Une petite boîte grise est apparue sur son écran, affichant le nom de l'appareil, iPhone 14 Pro Max de Sabrina. Ma sœur cadette Sabrina, cette femme de 30 ans qui passait sa vie entière à s'inventer une existence luxueuse sur les réseaux sociaux. Les pièces du puzzle se sont emboîtées violemment dans mon esprit. Pendant la fête de naissance la veille, j'avais laissé mon sac à main de créateur sur une chaise en velours dans le salon pendant exactement 4 minutes le temps d'aller aux toilettes. Sabrina était assise juste à côté. Elle avait toujours été jalouse de ma réussite financière. Elle avait dû glisser sa main manucurée dans mon sac, prendre une photo rapide de ma carte Platinum et la remettre en place. Elle avait utilisé mon argent durement gagné pour payer le traiteur ce matin afin de pouvoir jouer les tantes généreuses et riches et impressionner Claire et mes parents. C'était dégoûtant, mais pas surprenant. Sabrina me volait depuis que nous étions adolescentes. Je me souvenais de mes 16 ans, quand j'avais économisé mon argent de poche pendant 3 mois pour m'acheter un pull en cachemire vintage. Je l'ai porté une fois. La semaine suivante, Sabrina l'avait mis pour une fête de lycée et l'avait ruiné en renversant du vin bon marché sur le devant. Quand je l'avais affrontée, Cynthia était immédiatement intervenue pour protéger Sabrina et me disputer parce que je n'étais pas généreuse. Les sœurs partagent, Audrey, m'avait grondé Cynthia. Ne sois pas si matérialiste. Mes parents avaient appris à Sabrina à croire que ce qui m'appartenait lui appartenait automatiquement. Mais voler un pull était une chose, voler 15 000 $ constituait un vol qualifié. Nolan n'arrêtait pas de taper. Sa mâchoire était serrée. Si elle s'est sentie assez à l'aise pour voler cette carte, a-t-il murmuré, les yeux parcourant une nouvelle base de données, nous devons voir ce qu'elle a fait d'autre. Donne-moi à nouveau ton numéro de sécurité sociale. J'ai dicté les 9 chiffres. Nolan a lancé un audit approfondi de tout mon historique de crédit en utilisant des canaux secondaires et des outils de surveillance du dark web que les agences de crédit standard ne possèdent tout simplement pas. Ce qu'il a découvert au cours des 45 minutes suivantes a fait passer le débit de 15 000 $ pour de la simple monnaie de poche. Sabrina n'avait pas seulement volé ma carte de crédit la veille, elle avait complètement usurpé mon identité. Nolan a affiché 5 comptes de crédit distincts et cachés. Il y avait une carte de crédit au plafond maximum dans un grand magasin de luxe. Il y avait une ligne de crédit renouvelable dans une clinique de chirurgie esthétique haut de gamme. Il y avait même un contrat de location secret pour un véhicule de luxe. Sabrina avait utilisé mon numéro de sécurité sociale, mon excellent score de crédit et une version légèrement modifiée de mon adresse personnelle pour financer son style de vie creux sur Instagram. Elle avait des dizaines de milliers de dollars de dettes, et mon nom figurait sur chaque document. Je fixais l'écran, le cœur battant à un rythme lent et lourd contre mes côtes. Ma sœur était une véritable criminelle. Elle détruisait activement ma réputation financière pour s'acheter des chaussures de créateur et des peelings chimiques. Nolan a doucement refermé son ordinateur portable et a levé les yeux vers moi. Sa voix était tout à fait sérieuse, nous devons appeler la police tout de suite, Audrey. C'est une usurpation d'identité massive. Je vais imprimer toutes les preuves numériques. Nous pouvons la faire arrêter avant midi. J'ai secoué lentement la tête, les yeux fixés sur le mur devant moi. Non, ai-je dit, ma voix descendant dans un chuchotement glacial et menaçant. La police va juste prendre un rapport standard. Ils vont remplir des papiers. Mon père va engager un avocat de la défense très cher pour la faire sortir et inventer une histoire ridicule de malentendu. Je ne les laisserai pas contrôler cette situation derrière des portes closes. J'ai attrapé mes clés de voiture sur le bureau. Il était exactement 10h30 un dimanche matin. Je savais exactement où se trouvait toute ma famille en ce moment. Chaque dimanche sans exception, Richard et Cynthia organisaient un brunch somptueux au champagne dans leur vaste propriété. C'était une représentation hebdomadaire obligatoire où ils se réunissaient pour boire des mimosas hors de prix, s'auto-congratuler de leur supériorité et démolir quiconque n'était pas dans la pièce. Brandon serait là, se vantant de son nouveau bébé. Sabrina serait là, se vantant probablement d'avoir payé la facture du traiteur. Je suis sorti de mon bureau, j'ai descendu le couloir et je me suis dirigé directement vers ma voiture. Nolan a attrapé sa veste et m'a suivi de près, sa présence silencieuse m'apportant tout le soutien dont j'avais besoin.
Le trajet jusqu'à la propriété a pris 20 minutes. J'ai dépassé la limite de vitesse tout le long, mes mains serrant le volant si fort que mes articulations étaient blanches. Quand nous sommes arrivés devant les imposantes portes en fer de ma maison d'enfance, je n'ai pas pris la peine de sonner à l'interphone. J'ai utilisé mon ancien code d'accès pour forcer l'ouverture des portes. J'ai garé ma voiture directement sur la pelouse impeccable, ignorant complètement l'allée circulaire. J'ai monté les marches en marbre de l'entrée, mes talons résonnant comme des coups de feu contre la pierre. Je n'ai pas frappé. J'ai tendu la main, j'ai saisi les poignées en laiton des lourdes doubles portes de la salle à manger, et je les ai ouvertes d'un grand coup de pied. Les portes de la salle à manger ont heurté les murs dans un fracas de tonnerre. L'impact a fait trembler les pichets en cristal et les plats de service en argent disposés sur la longue table. Ma mère, Cynthia, a poussé un cri étouffé, serrant une serviette en lin blanc contre sa poitrine. Richard s'est arrêté, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Brandon est resté complètement figé à côté de Claire. Et là, assise directement en face de son mari Jamal, se trouvait Sabrina. Elle tenait une flûte de champagne en cristal, semblant inconsciente de la tempête qui allait s'abattre sur son dimanche matin parfait. Je n'ai pas prononcé un seul mot de salutation. Je me suis dirigé vers la tête de la table, ignorant le visage choqué de ma mère, et j'ai jeté l'épais dossier d'audit financier imprimé directement sur l'assiette en porcelaine de Sabrina. Les papiers se sont éparpillés violemment sur la table, renversant son champagne et trempant la nappe en dentelle. « C'est quoi ton problème ?» a hurlé Sabrina. Elle a bondi alors que l'alcool éclaboussait sa robe en soie. J'ai pointé un doigt ferme directement vers les documents éparpillés, voilà chaque demande de crédit frauduleuse, chaque transfert bancaire non autorisé et chaque signature contrefaite que tu as exécutée en utilisant mon numéro de sécurité sociale. Tu ne m'as pas seulement volé 15 000 $ pour une facture de traiteur hier. Tu as complètement usurpé mon identité. Tu as commis de multiples crimes fédéraux pour financer ton style de vie creux et pathétique. Sabrina n'a pas essayé de nier les accusations. Elle a instantanément déployé son mécanisme de défense ultime et habituel. Les larmes ont commencé à couler avant même que je n'ai fini ma phrase. Sa lèvre inférieure a tremblé et elle s'est effondrée sur sa chaise, cachant son visage dans ses mains et sanglotant bruyamment. C'était exactement la même performance théâtrale qu'elle avait utilisée lorsqu'elle avait embouti ma voiture au lycée pour éviter d'être punie. Jamal est resté parfaitement immobile. C'était un avocat d'affaires très respecté, un homme qui avait bâti sa carrière et sa réputation sur une intégrité juridique stricte et une éthique inébranlable. D'un geste délibéré, il a tiré les papiers trempés vers son côté de la table. Ses yeux sombres ont parcouru la première feuille, puis la seconde, lisant la piste numérique incontestable que Nolan avait passé la matinée à découvrir. Il a vu les adresses IP renvoyant à leur réseau domestique, les adresses de facturation modifiées et les signatures contrefaites sur le contrat de location du véhicule de luxe. J'ai vu le visage de Jamal se vider de sa couleur. Il a regardé Sabrina, sa femme, non pas avec colère, mais avec un dégoût viscéral et absolu. « Tu as commis une fraude électronique », a dit Jamal. Sa voix grave avait une force tranquille et terrifiante qui a coupé court aux faux sanglots de sa femme. « Tu as usurpé l'identité de ta propre sœur pour acheter des sacs à main de créateurs et louer des voitures de luxe. Tu es une criminelle, Sabrina. » Sabrina a pleuré encore plus fort, tendant une main tremblante pour attraper le bras de Jamal, mais il s'est reculé brusquement comme s'il avait été en contact avec une maladie hautement contagieuse. Il a repoussé sa chaise, prenant ses distances avec la femme qu'il croyait connaître. « Ça suffit », a hurlé Richard. Mon père a frappé la table en bois massif de son poing lourd avec une telle force que les couverts ont sursauté. Il s'est levé, le visage devenant d'un rouge écarlate menaçant. Il a pointé un doigt accusateur vers moi, « Ce n'est que de l'argent, Audrey », a-t-il crié. Nous sommes une famille. Tu gagnes bien assez d'argent dans ton entreprise pour couvrir ce désagrément. Si tu appelles la police pour ta sœur, tu vas détruire son mariage et ruiner sa vie pour quelques cartes de crédit. Tu dois laisser tomber ça immédiatement. Je l'ai fixé, l'estomac noué par une prise de conscience familière et écœurante. Il recommençait. Il réécrivait la réalité pour protéger la coupable et punir la victime simplement parce que la coupable était l'une de ses préférées. J'ai regardé mon père droit dans les yeux, refusant de reculer. Tout comme c'était un simple accrochage quand Brandon conduisait ivre et a encastré son camion dans le salon du voisin, ai-je demandé, ma voix teintée de venin. J'avais 20 ans quand c'est arrivé.
Je me souvenais de Richard corrompant le chef de la police locale avec un don de campagne et me criant dessus parce que j'avais garé ma voiture trop près de la rue. Il avait rejeté la faute de l'ivresse sévère de son fils chéri sur ma façon de me garer. Tu m'as forcé à endosser la responsabilité des dégâts matériels pour que Brandon n'ait pas de casier judiciaire. Tu as toujours protégé les criminels de cette maison en me sacrifiant au passage. Les yeux de Richard se sont plissés. Il a contourné la grande table de la salle à manger et s'est arrêté à quelques centimètres de mon visage, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. « Écoute-moi très attentivement », a-t-il grogné d'une voix basse et menaçante destinée à m'inspirer de la terreur. « Tu vas prendre ces papiers, tu vas franchir cette porte et tu vas oublier que cela est arrivé. Si tu oses faire venir les autorités dans ma maison pour faire arrêter ma fille, je m'assurerai personnellement que tu ne travailles plus jamais dans le secteur financier. Je joue au golf avec les membres du conseil d'administration de ton cabinet d'investissement. Je connais les directeurs généraux de toutes les grandes banques de cet État. J'utiliserai toutes mes relations pour détruire ta carrière, ruiner ta réputation et te faire inscrire sur liste noire dans toute la profession. Tu me comprends ? Toute la salle à manger a retenu son souffle. Ma mère avait l'air satisfaite, s'attendant à ce que je cède sous les menaces agressives de mon père, comme je le faisais toujours quand j'étais enfant. Sabrina observait à travers ses doigts, dans l'attente. Au lieu de trembler, un sourire lent et glacial est apparu sur mon visage. J'ai regardé l'homme en colère et arrogant qui se tenait devant moi et je n'ai ressenti rien d'autre qu'un sentiment de puissance absolue. « Je comprends, Richard », ai-je dit, en gardant un ton d'un calme mortel. J'ai glissé ma main dans mon sac en cuir et mes doigts se sont refermés sur le plastique lisse d'un second dossier beaucoup plus épais. Je l'ai sorti et l'ai brandi pour qu'il le voie. Le dossier que je venais de jeter sur la table n'était pas un simple recueil de papier, c'était une arme redoutable. J'ai observé le visage de Richard alors qu'il baissait les yeux vers les documents. Son visage ne s'est pas seulement décoloré, il est devenu blême, le transformant en un spectre terrifié de l'homme qui hurlait des menaces quelques secondes plus tôt. Les papiers étaient des relevés bancaires, pas seulement celui que Nolan avait repéré sur la tablette de Claire, mais tout l'historique des virements bancaires s'étendant sur les 18 derniers mois. J'avais passé les 2 dernières semaines à utiliser les ressources de ma société écran pour cartographier chaque centime de ce financement illicite. La piste était confuse, chaotique et tout à fait accablante. Elle montrait des paiements réguliers provenant d'une société holding familiale, une entreprise que Richard utilisait pour ses affaires légitimes, versés directement sur un compte offshore au nom de jeune fille de Claire. Les libellés de virement, que Cynthia et Richard avaient été assez arrogants d'inclure, étaient constants, pour les soins de Brandon Jr. Brandon, qui était assis au bout de la table avec un air suffisant, s'est levé et a regardé par-dessus l'épaule de Richard. Son visage reflétait la stupeur de son père. Il a regardé le papier, puis m'a regardé, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. Tu as suivi tout ça, a bégayé Brandon. Sa voix avait perdu toute la superbe qu'il affichait lors de la fête de naissance. Je ne me contente pas de suivre les actifs, Brandon, ai-je dit, ma voix coupant la tension lourde de la salle à manger comme un rasoir. Je les audite. Je suis une gestionnaire de portefeuille professionnel. Pensais-tu vraiment que ta tentative d'amateur en matière de secrets financiers tiendrait face à quelqu'un qui passe chaque heure de sa vie à traquer des anomalies? L'énergie frénétique et hautaine de Cynthia s'est évanouie. Elle s'est affalée sur sa chaise, sa main tremblant alors qu'elle cherchait son verre de mimosa à moitié vide. La pièce était devenue d'un silence de mort. Même les voituriers dehors semblaient ressentir le changement d'atmosphère, leur voix s'étant tue. Richard a été le premier à reprendre un peu de contenance. Il a redressé les épaules, essayant de reprendre le contrôle de la pièce, mais ses yeux s'agitaient, calculant frénétiquement les dégâts. Il savait ce que ces documents signifiaient. Si le conseil d'administration de son entreprise de fabrication découvrait qu'il utilisait des fonds d'entreprise pour financer l'enfant illégitime de son fils, sa carrière serait détruite avant la fin de la journée. « Tu penses que cela prouve quelque chose ?» a demandé Richard, bien que sa voix manque de conviction. Sa tentative de froncement de sourcils était faible. « Tu es une femme froide et calculatrice, Audrey. Tu l'as toujours été. Si tu essaies de porter cela devant la presse, si tu essaies de divulguer cela à nos actionnaires, tu commettras un suicide professionnel. Personne n'engage une gestionnaire de portefeuille qui détruit sa propre famille pour faire les gros titres. » Je ne lui ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le silence s'étirer, le regardant transpirer. Il essayait de revenir à ses anciennes méthodes, l'intimidation,
la manipulation et la menace de ruine professionnelle. C'était la même stratégie qu'il avait utilisée lorsqu'il m'avait convaincu de contracter d'énormes prêts étudiants, me disant que le soutien familial était réservé aux faibles et aux impréparés. « Tu vas nous aider ?» a soudainement sifflé Cynthia. Elle avait retrouvé son calme, ses yeux se plissant avec une cupidité prédatrice familière. Elle a tendu la main et a tapoté celle de Brandon. Brandon se présente au conseil municipal cet automne. Sa campagne repose sur les valeurs familiales traditionnelles. Si ce scandale s'ébruite dans la presse locale, si les électeurs découvrent qu'il est le père de l'enfant de Claire, sa carrière est morte avant même de commencer. Il est le fils prodige, l'avenir du nom de cette famille. Tu vas déposer 250 000 $ sur le compte de la fiducie familiale d'ici demain matin. Tu vas reconstituer les fonds que tu as exposés. Tu vas prouver ta loyauté envers cette famille, sinon nous veillerons à ce que la ville entière sache exactement comment tu as trahi ta propre famille. Je n'ai pas pu m'en empêcher, un rire court et sec m'a échappé. J'ai regardé ma mère, puis Brandon, puis mon père. Ils étaient vraiment délirants. Ils croyaient que parce que j'avais été leur victime pendant 33 ans, je continuerais à jouer le rôle de la fille soumise et terrifiée. Vous me demandez de vous payer pour réparer un désordre que vous avez créé, ai-je dit. Vous voulez que je finance ta campagne électorale pour que tu puisses continuer ton cycle de mensonges? Ce n'est pas une demande, a hurlé Richard, son visage s'empourprant à nouveau. C'est une exigence. Tu es une Wilson. Ton nom est lié au nôtre. Si nous coulons, tu coules avec nous. Ta carrière, ta réputation, ta précieuse indépendance, tout disparaît. Tu as de la chance que nous te permettions de réparer cela. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé la voix. Je leur ai simplement jeté un regard froid et insistant qui a mis mon père mal à l'aise. Je vais y réfléchir, ai-je dit, en tournant les talons. Je suis sorti de la propriété, le lourd silence m'accompagnant. Nolan tenait la portière de la voiture ouverte, son expression indéchiffrable. Je suis monté côté passager et je n'ai pas parlé avant que nous ayons franchi le portail. Je veux rentrer à la maison, ai-je dit. Nous sommes revenus chez moi dans un état de calme intense et concentré. Je me sentais comme une grand maître d'échecs qui venait de placer sa tour pour un échec et mat. Mes parents étaient tellement concentrés sur leur petite survie à court terme qu'ils n'avaient pas remarqué que je me préparais pour ce jour depuis le moment où j'avais réalisé qu'ils m'avaient menti au sujet de mes frais de scolarité. Une demi-heure après notre arrivée, on a sonné à la porte. Ce n'étaient pas mes parents, et ce n'était certainement pas Brandon. Un coursier portant un uniforme sombre et discret se tenait sur mon porche. Il n'a pas dit un mot, il m'a simplement remis une lourde mallette verrouillée et a attendu ma signature. J'ai signé, pris la mallette et refermé la porte. Nolan était dans la cuisine en train de me verser un verre d'eau lorsque j'ai posé la mallette sur l'îlot en granit. La mallette disposait d'un verrou biométrique à empreinte digitale. J'ai pressé mon pouce contre le capteur, le mécanisme s'ouvrant avec un clic métallique satisfaisant. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait le reste du puzzle, le dernier ensemble de documents accablants qui non seulement les empêcheraient de me faire chanter, mais s'assureraient qu'ils ne prononcent plus jamais mon nom. C'était la piste administrative de tout leur système illégal de sociétés écrans, y compris les relevés bancaires offshore qui liaient les actifs de leur entreprise à de la fraude fiscale, du blanchiment d'argent et des contributions de campagne illégales. Je n'avais pas seulement audité le fonds pour le bébé de Brandon, j'avais audité leur existence entière. J'ai souri en voyant le contenu. Richard pensait pouvoir ruiner ma carrière, il n'avait pas réalisé que j'avais déjà passé l'année dernière à m'assurer qu'il n'ait plus de carrière à défendre. Le couvercle de la mallette reposait contre le comptoir en granit, révélant des liasses de documents, des audits bancaires et des obligations d'entreprise. Le papier sentait l'encre et la victoire. Nolan s'est penché sur l'îlot de cuisine, examinant les premières pages avec une précision chirurgicale. Il a sorti un dossier de la mallette et l'a ouvert. Le logo en relief de Vanguard Holdings brillait sous la lumière. Vanguard Holdings était une société écran privée que j'avais légalement créée 3 ans auparavant. J'en étais la seule propriétaire, l'unique actionnaire et l'architecte de tout son portefeuille. Pendant 3 longues années, j'avais utilisé Vanguard Holdings pour racheter des dettes d'entreprises toxiques pour des clous, restructurant des entreprises en faillite et liquidant des actifs irrécupérables. C'était un secteur impitoyable de l'industrie financière. Il exigeait un état d'esprit froid et calculateur, celui-là même que ma famille me reprochait constamment de posséder. Nolan a feuilleté les registres,
retraçant un réseau complexe de prêts d'entreprise, de paiements différés et de passifs impayés. Il a levé les yeux vers moi, le regard écarquillé par un mélange de choc et d'admiration. « Audrey » a dit Nolan, sa voix descendant dans un murmure étouffé. « Dis-moi que tu n'as pas vraiment fait ça. » Je me suis approché de l'îlot, posant mes mains sur le granit frais. J'ai baissé les yeux vers les documents représentant l'aboutissement de ma planification stratégique. J'ai hoché la tête lentement, un sourire déterminé étirant les coins de ma bouche. Richard ment à tout le monde depuis des années, ai-je dit, ma voix dénuée de toute sympathie. Nolan fixait les documents, reconstituant le piège, et les prêteurs d'origine ont paniqué, a-t-il réalisé en suivant la piste des documents. Il voulait liquider la dette immédiatement avant que son entreprise ne déclare officiellement faillite. Exactement, ai-je répondu. Ils ont regroupé ces prêts en souffrance et les ont vendus aux plus offrants dans le secteur privé. Ils les ont vendus à Vanguard Holdings. Nolan a laissé échapper un sifflement bas, en secouant la tête. Tu as racheté la dette d'entreprise de ton propre père. Tu détiens 15 millions de dollars de ses passifs impayés. Audrey, tu n'es plus seulement sa fille, tu es son créancier principal. Tu es propriétaire de toute son entreprise de fabrication. L'ironie de la situation était délicieuse. J'ai fermé les yeux, me projetant le jour de ma remise de diplômes universitaires. Je me tenais sous la chaleur étouffante, serrant fièrement mon diplôme en finance et en économie. J'avais cumulé 3 emplois éprouvants pour payer mes études, déterminé à bâtir une carrière que personne ne pourrait me retirer. Richard avait assisté à la cérémonie dans son costume de créateur. Quand je lui avais montré mon diplôme, il avait ricané en levant les yeux au ciel. Il m'avait dit qu'un diplôme en finance était un morceau de papier inutile pour les personnes qui manquaient de sens des affaires. Il avait dit que je passerais ma vie à analyser des chiffres pour des hommes qui construisaient des choses. Il s'était moqué de mon éducation, de mon ambition et de mon intelligence. Maintenant, cette même éducation était l'instrument de sa destruction financière. Je tenais les rênes de l'empire qu'il prétendait avoir bâti. Nolan a continué à parcourir les dossiers, ses yeux parcourant les paragraphes de petits caractères et le jargon contractuel. Il cherchait d'éventuelles clauses de secours que Richard aurait pu installer pour se protéger. Soudain, Nolan s'est arrêté. Il a remonté ses lunettes sur son nez et a sorti un avenant de la lourde liasse. Il l'a lu à 2 reprises, les sourcils froncés en signe de profonde concentration. « Audrey » a-t-il dit, sa voix changeant de ton. « Tu dois regarder ça tout de suite. » Je me suis déplacé autour de l'îlot et me suis tenu à ses côtés, regardant la page qu'il avait isolée. C'était un accord de garantie, une clause profondément enfouie et rattachée au dernier prêt désespéré que Richard avait obtenu avant de faire défaut. J'ai lu le texte juridique, mon cœur battant à un rythme lent et lourd dans ma poitrine. Mon père a atteint un tel niveau de désespoir financier qu'il a contourné ses actifs d'entreprise, ai-je chuchoté, la réalité du document s'imposant à moi. Il a mis en garantie la maison. Nolan a hoché la tête, désignant la ligne de signature. Il a secrètement utilisé la propriété familiale comme garantie directe pour obtenir les derniers 3 millions de dollars. Ta mère n'a probablement aucune idée de ce qu'il a fait. Si l'entreprise fait défaut, le créancier prend immédiatement possession de la propriété. J'ai fixé les documents. La vaste demeure de banlieue où j'avais enduré des décennies de violence psychologique, le domaine impeccable où Cynthia organisait ses réceptions mondaines. La propriété que Richard utilisait pour intimider tout le monde autour de lui, tout cela était lié directement à la dette que je possédais désormais. J'avais le pouvoir de saisir le domaine. J'avais le pouvoir d'expulser mes parents, de verrouiller les portes et de les retrouver à la rue d'ici vendredi matin. La menace de chantage que Richard m'avait adressée 1 heure auparavant semblait dérisoire maintenant. Il pensait avoir les cartes en main, mais je possédais tout le casino. J'ai tendu la main pour rassembler les documents, prêt à formuler mon plan d'attaque. Mais avant que je ne puisse parler, la sonnerie soudaine de ma porte d'entrée a brisé le calme de la cuisine. J'ai froncé les sourcils, jetant un coup d'œil au moniteur de sécurité fixé au mur. Je n'attendais pas de visiteurs aujourd'hui, et les portes de notre allée étaient verrouillées. J'ai tapoté l'écran, affichant le flux vidéo de la caméra du Porsche. Un homme de grande taille en costume sombre, l'air incroyablement tendu et épuisé, se tenait là. Il tenait sa propre mallette en cuir. C'était Jamal. Le mari de Sabrina se tenait sur mon Porsche, l'avocat d'affaires qui venait de découvrir que sa femme était une criminelle. J'ai regardé Nolan,
et une compréhension muette est passée entre nous. Le jeu s'accélérait plus vite que prévu. J'ai lissé ma chemise, pris une grande inspiration et suis allé ouvrir la porte. J'ai tiré la lourde porte en chaîne. Jamal se tenait sous la lumière du porche, une fine pluie commençant à tomber derrière lui. Il ne ressemblait en rien à l'avocat d'affaires calme et impeccable qui était assis à la table de mes parents quelques heures plus tôt. Sa cravate était desserrée, ses épaules étaient voûtées et ses yeux étaient injectés de sang. Dans sa main droite, il serrait fermement une liasse de papier glacé. J'ai reconnu immédiatement les en-têtes, c'étaient les copies physiques des relevés de cartes de crédit cachées que Nolan venait de découvrir. Jamal m'a regardé, un mélange profond de chagrin et de colère absolue gravé sur son visage. Il s'est mis à l'abri du vent froid dans mon entrée, me tendant la liasse de factures sans un mot de salutation. J'ai refermé la porte, le clic lourd nous isolant à l'intérieur. Il a pris une profonde inspiration, regardant autour de lui. « Je suis tellement désolé, Audrey », a enfin dit Jamal, la voix lourde d'épuisement. « Je n'avais absolument aucune idée de ce qu'elle te faisait. Je te le jure, sur ma carrière et sur ma vie, j'étais complètement dans l'ignorance jusqu'à ce que tu jettes ces papiers sur la table aujourd'hui. » Je lui ai fait signe de me suivre dans la cuisine où Nolan se tenait toujours près de l'îlot, les documents de Vanguard Holdings bien rangés dans leur mallette. Nolan a salué Jamal d'un hochement de tête, lui servant une tasse de café chaud et la faisant glisser sur le comptoir en granit. Jamal l'a prise, ses mains tremblant légèrement contre la céramique chaude. Il a bu une gorgée et a posé la tasse, son expression se figeant dans une détermination pure et brute. En tant qu'auxiliaire de justice, je ne peux pas et ne veux pas être impliqué dans de multiples crimes fédéraux, a déclaré Jamal, son ton passant de celui d'un mari blessé à celui d'un plaideur impitoyable. J'ai dit à Sabrina que je demandais le divorce dès que nous sommes rentrés à la maison. Je lui ai dit que je bloquais nos comptes joints et que je signalais ces actes aux autorités pour blanchir mon propre nom. J'ai vu sa mâchoire se serrer. Sabrina ne s'est pas excusée. Elle n'a pas demandé pardon. Au lieu de cela, elle a complètement inversé les rôles. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a menacé de ruiner ma vie entière. Si je demande le divorce et révèle ses crimes financiers, elle a promis d'aller directement à la police pour déposer de fausses plaintes pour violences domestiques contre moi. Elle a menacé de simuler des blessures physiques et de traîner mon nom dans la boue jusqu'à ce que je perde ma licence d'avocat, ma réputation et chaque actif que j'ai passé la dernière décennie à construire. J'ai fixé Jamal avec incrédulité, même si une partie sombre et cynique de mon cerveau savait exactement comment fonctionnait Sabrina. Elle était acculée, et comme nos parents, son premier réflexe était de détruire quiconque se tenait sur son chemin. Jamal a arpenté la cuisine, la frustration émanant de lui par vagues. Pendant 3 ans, j'ai souri et hoché la tête à travers leurs insultes à peine voilées, a-t-il poursuivi, sa voix descendant dans un ton bas et furieux. Je me suis avancé et j'ai posé ma main fermement sur son épaule. Tu ne te bats plus seul contre eux, Jamal. Nolan a ramené la mallette de Vanguard Holdings au centre de l'îlot de cuisine. J'ai déverrouillé l'accès biométrique et soulevé le couvercle, tournant les documents pour que Jamal puisse lire la première page. Je lui ai expliqué exactement ce que j'avais fait au cours des 3 dernières années. Je lui ai montré les prêts en souffrance, la dette d'entreprise et la clause de garantie secrète qui liait l'entreprise de fabrication de Richard et la propriété familiale directement à ma société écran. Jamal a lu le jargon juridique, les yeux écarquillés, un sourire féroce remplaçant lentement la fatigue sur son visage. Il a levé les yeux vers moi, et dans cette fraction de seconde, une alliance permanente et indestructible a été scellée. Nous n'étions plus seulement les pièces rapportées marginalisées et la fille rejetée, nous étions les exécuteurs. Nous unissons nos ressources dès maintenant, a dit Jamal, sa voix résonnant d'une certitude absolue. Nous ne nous contentons pas de révéler la fraude à la carte de crédit, nous démantelons tout leur empire corrompu, pièce par pièce. Nous ne leur laissons absolument rien. Pour prouver son engagement, Jamal a glissé sa main dans la poche intérieure de sa veste de costume. Il a sorti une petite clé USB argentée hautement cryptée et l'a posée directement sur mes documents de Vanguard. Richard a donné à Sabrina l'accès aux serveurs internes de l'entreprise le mois dernier lorsqu'il a essayé de lui attribuer un faux salaire de consultante pour cacher de l'argent au fisc, a expliqué Jamal. J'ai téléchargé l'intégralité de la sauvegarde du serveur avant de partir aujourd'hui. Cette clé contient 7 ans de déclarations d'impôts frauduleuses de Richard, des contributions de campagne illégales pour le fonds politique de Brandon et des virements bancaires offshore. C'est le dernier clou dans leur cercueil. J'ai tendu la main pour refermer mes doigts sur le métal froid de la clé, sentant le poids immense du pouvoir qu'elle recélait.
Nous avions tout ce dont nous avions besoin pour orchestrer leur destruction absolue. Mais avant que je ne puisse brancher la clé sur l'ordinateur de Nolan pour commencer l'audit final, mon téléphone portable a brisé le silence victorieux de la pièce. L'identité de l'appelant s'est affichée sur l'écran, c'était clair. J'ai répondu et, avant même que je ne puisse dire un mot, le son de ses sanglots frénétiques et hystériques a rempli la pièce. J'ai laissé tomber le premier dossier sur le sol, ignorant complètement Sabrina et son vol dérisoire de 15 000 $. Ce n'était qu'une distraction. J'ai pris le second dossier, beaucoup plus épais, et je l'ai jeté sur la table en acajou directement devant mon père. Le bruit sourd a résonné dans la salle à manger silencieuse. J'ai regardé Richard fixer la liasse de relevés bancaires et de numéros de routage interne. La première page affichait un virement bancaire incontestable d'un montant de 250 000 $. Le destinataire était clair, la meilleure amie mariée de Brandon. Le libellé était vide, mais le compte d'origine appartenait au fonds fiduciaire familial principal. Brandon est devenu tout à fait pâle. Le sourire suffisant qu'il arborait habituellement a complètement disparu de son visage, remplacé par une panique pure. Il a regardé le document, puis a tourné ses yeux vers nos parents. Cynthia a eu un hoquet de surprise, sa main se dirigeant vers son collier de perles. Le secret qu'ils avaient passé des mois à essayer désespérément d'enterrer était désormais exposé au grand jour, sous le lustre en cristal. Vous pensiez pouvoir vider $250 000 de la fiducie familiale pour acheter le silence de Claire sans que personne ne le remarque, ai-je dit, en gardant une voix dangereusement basse. Je suis auditrice financière principale, Richard. Croyais-tu honnêtement que je fermerais les yeux sur un retrait non autorisé massif de nos actifs partagés pour couvrir l'erreur monumentale de ton fils chéri? Au lieu d'exprimer le moindre remords ou d'essayer de s'excuser, mes parents sont immédiatement passés à l'offensive. Ils ont eu recours à la seule stratégie qu'ils comprenaient vraiment, ils ont attaqué. Richard s'est avancé, essayant de me dominer de sa hauteur, son visage se déformant en un masque de rage pure et désespérée. « Tu vas garder ta bouche complètement fermée à ce sujet, Audrey ?» a-t-il exigé. Brandon annonce sa campagne pour le conseil municipal le mois prochain. Toute sa plateforme politique est bâtie sur les valeurs familiales traditionnelles et l'intégrité morale. Si la presse locale découvre qu'il a eu un enfant avec sa meilleure amie mariée, sa carrière politique sera détruite avant même de commencer. Ce scandale le ruinerait complètement. Je les ai regardés avec une incrédulité totale. Ils avaient volé notre fiducie commune pour acheter le silence de Claire, et pourtant, ils agissaient comme si j'étais la coupable pour avoir simplement découvert leur fraude. Cette famille repose sur les apparences, est intervenue Cynthia, venant se tenir aux côtés de Richard. Nous avons passé des décennies à bâtir une réputation impeccable dans cette ville. Tu sais à quel point la perception du public est cruciale pour l'entreprise de ton père et l'avenir de ton frère. Tu dois protéger ton frère. Nous devons remplacer ces fonds avant l'examen trimestriel de la fiducie la semaine prochaine. Et voilà le dénouement, ai-je murmuré en secouant la tête. Richard a frappé la table de sa main, faisant teinter les couverts. Tu gagnes une quantité d'argent ridicule dans ton entreprise, Audrey. Tu vas transférer 250 000 $ sur le compte de la fiducie familiale d'ici lundi matin pour reconstituer ce que nous avons utilisé. Tu vas prouver ta loyauté envers cette famille une fois pour toutes. Si tu refuses de réparer cela, si tu oses laisser ce secret s'ébruiter et ruiner ton frère, je te renierai légalement. Je te priverai de tout, je retirerai ton nom de cette famille et je m'assurerai que tu sois morte pour nous. Leur obsession absolue pour les apparences politiques et sociales était écœurante, bien qu'entièrement prévisible. En grandissant dans cette maison, mes frères et sœurs et moi n'étions jamais considérés comme de véritables enfants. Nous étions simplement des outils de relations publiques, gérés avec soin pour rehausser le statut social de Richard et Cynthia. Je me souvenais très bien de ma remise de diplôme de fin d'études secondaires. J'avais reçu une bourse d'études complète, mais ma mère avait refusé que je me tienne au premier rang sur notre portrait de famille parce que ma robe jurait avec la cravate de Brandon. Elle avait placé Brandon au centre, ajustant constamment son col, le traitant comme un poney de concours précieux. Lorsque Brandon avait été surpris à tricher aux examens d'entrée à l'université, Richard ne l'avait pas puni. Au lieu de cela, il avait fait don d'un nouveau tableau d'affichage au département des sports de l'école pour s'assurer que l'incident soit discrètement effacé des registres. Ils avaient passé ma vie entière à dissimuler les failles de leurs enfants préférés pour maintenir une façade impeccable, me traitant comme un accessoire jetable à n'utiliser que lorsque c'était pratique. J'ai regardé Brandon, qui se cachait actuellement derrière notre mère, trop lâche pour parler lui-même.
Puis j'ai regardé Richard, dont le visage était violet de rage hautaine. Ils croyaient vraiment qu'ils pouvaient m'intimider pour que je finance leur réseau de mensonges. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. Je leur ai simplement offert un lent sourire glacial qui a fait frissonner visiblement Cynthia. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Sans attendre de réponse, j'ai tourné les talons et suis sorti de la salle à manger. J'ai ignoré les sanglots continus de Sabrina et la voix de mon père qui criait mon nom. J'ai franchi les portes d'entrée, je suis monté dans ma voiture et je suis parti loin de cette propriété toxique. Le trajet de retour vers ma propre maison s'est fait dans le silence et le calme. Je ne ressentais ni peur ni anxiété face aux menaces de mon père de me renier. En fait, sa tentative désespérée de chantage ne faisait que confirmer ce que je savais déjà, c'étaient des gens incroyablement faibles et terrifiés, s'accrochant à une illusion de contrôle. Quand je me suis garé dans mon allée, une camionnette de livraison noire était déjà garée près de mon Porsche. Un coursier professionnel en uniforme se tenait devant ma porte, un terminal numérique à la main. Je me suis approché de lui, confirmant mon identité et signant le reçu numérique crypté. Sans un seul mot, le coursier m'a remis une lourde mallette en acier verrouillée et est retourné à son véhicule. J'ai transporté la lourde mallette à l'intérieur et l'ai posée en sécurité sur l'îlot de ma cuisine. J'ai saisi le code alphanumérique complexe dans le verrou biométrique. Les loquets se sont ouverts avec un clic lourd et satisfaisant. J'ai soulevé le couvercle, révélant des liasses de documents juridiques exécutoires, des actes de transfert d'entreprise et des audits financiers complets. J'ai souri en regardant la paperasse, mon arme secrète était enfin arrivée. Les sanglots qui résonnaient depuis le haut-parleur de mon téléphone étaient un chef-d'œuvre de désespoir. J'ai pressé l'appareil contre mon oreille, écoutant les respirations saccadées que Claire avait perfectionnées au cours d'une vie de manipulation. Jamal se tenait immobile dans ma cuisine, la mâchoire serrée, tandis que Nolan s'était arrêté, la main suspendue au-dessus de la clé USB. J'ai mis l'appel sur haut-parleur et j'ai posé le téléphone sur l'îlot en granit pour qu'ils puissent entendre chaque mot. « Audrey, s'il te plaît » a gémi Claire, la voix brisée par une panique feinte. « Tu es la seule personne que je puisse appeler. J'ai si peur. » J'ai gardé une expression parfaitement neutre, faisant signe à Jamal de rester silencieux. « Qu'est-ce qui ne va pas, Claire ?» ai-je demandé, en teintant ma voix d'une fausse inquiétude. « Où es-tu » Il a découvert, a pleuré Claire. Mon mari a découvert pour le bébé. Il a découvert pour Brandon. Il est devenu fou, Audrey. Il m'a frappé. Il m'a jeté dehors avec seulement les vêtements que je porte. Je suis assise dans ma voiture sur un parking et je n'ai pas un centime. Il a bloqué nos comptes joints. Tu dois m'aider. J'ai regardé Nolan, qui a levé un sourcil sceptique. Je me souvenais de cela depuis le lycée. Claire utilisait toujours les larmes comme une arme. Quand nous avions 16 ans, elle m'avait convaincu d'emprunter la voiture de sa mère pour faire un tour. Quand nous avions bosselé le pare-choc, Claire s'était effondrée en larmes hystériques devant nos parents. Elle tentait la même stratégie aujourd'hui, comptant sur mon habitude d'absorber ses dégâts collatéraux. Je suis tellement désolé, Claire, ai-je murmuré, en gardant une voix rassurante. Cela semble terrifiant. Que as-tu besoin que je fasse ? Je dois quitter l'État, a-t-elle pleurniché. Je dois engager un avocat pour me protéger. J'ai juste besoin d'un prêt d'urgence, Audrey. Juste 50 000 $ pour obtenir un appartement et payer les honoraires de l'avocat. Je te jure que je te rembourserai. Tu es ma meilleure amie. L'audace était stupéfiante. Elle portait l'enfant de mon frère, recevait de l'argent de mes parents, et pourtant elle avait le culot de me réclamer 50 000 $. Elle me considérait comme un coffre-fort jetable. Bien sûr, Claire, ai-je dit. Tu sais que je te soutiendrai toujours. J'autoriserai le virement bancaire avec ma banque d'ici la fin de la semaine. Reste discrète en attendant que les fonds soient transférés. Oh mon Dieu, merci, Audrey, a-t-elle soufflé. Tu me sauves la vie. J'ai raccroché et j'ai posé le téléphone sur le comptoir. Le silence a duré 3 secondes avant que Nolan ne laisse échapper un rire. Il s'est tourné à nouveau vers son ordinateur, ses doigts volant sur le clavier. Ne transfère pas d'argent à cette femme, a dit Jamal, ses mains agrippant le bord de l'îlot. Elle ment. Je peux te garantir que son mari ne l'a pas touchée. C'est ce que Sabrina a menacé de me faire. Je n'ai absolument pas l'intention de financer sa fausse fuite, ai-je répondu calmement.
Mais j'avais besoin qu'elle baisse sa garde. Nolan a appuyé sur la touche entrée. J'ai offert à Claire un babyphone pour sa fête de naissance le mois dernier, a-t-il dit, les yeux fixés sur ses écrans. Je lui ai dit que j'avais configuré les paramètres de sécurité moi-même pour m'assurer qu'il soit impossible à pirater. Nolan a souri, j'ai menti. Il a exécuté une commande et l'écran de droite s'est allumé. Un flux vidéo clair est apparu à l'écran, diffusant depuis le salon de Claire. L'épreuve visuelle était absolue. Claire n'était pas assise dans sa voiture sur un parking, elle était installée sur son canapé en daim. Elle tenait un verre de vin, peu soucieuse de l'enfant qu'elle portait. Son visage était impeccable. Elle avait l'air radieuse, détendue et satisfaite. Et elle n'était pas seule, Brandon était assis à côté d'elle sur le canapé. Il avait le bras posé sur le dossier des coussins, riant alors que Claire jetait son téléphone sur la table basse. Le flux audio s'est activé, captant leur conversation. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait vraiment gobé ça, a ricané Brandon. Tu as à peine eu besoin d'essayer. Audrey a toujours été pathétique, a répondu Claire, en buvant une gorgée de vin. Elle a tellement besoin de reconnaissance qu'elle paiera juste pour qu'on reste près d'elle. C'est triste de voir à quel point il est facile de la manipuler. Brandon s'est adossé, l'air satisfait, eh bien, ces 50 000 $ vont couvrir notre lune de miel en Europe. Cynthia et Richard peuvent continuer à payer pour la maison et les factures médicales, mais je ne vais pas passer mon été à me cacher en banlieue. Nous partons sur la côte amalfitaine. Je me tenais dans ma cuisine, écoutant mon frère et ma meilleure amie se moquer de ma loyauté. Ils planifiaient des vacances financées par mon argent. La colère que je ressentais ne s'est pas manifestée par une explosion, elle s'est figée en une glace calculatrice. Ils me traitaient comme un compte bancaire jetable. Ils présumaient que ma fortune leur appartenait. Jamal fixait l'écran, sa mâchoire serrée dans une grimace de dégoût, ils se nourrissent de ta réussite parce qu'ils sont incapables de bâtir la leur. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé le flux de Brandon et Claire célébrant leur victoire. Je détenais les clés de leur destruction. J'avais les déclarations d'impôts sur la clé USB. J'avais les structures de dette de Vanguard Holdings qui pouvaient saisir la propriété familiale. Maintenant, j'avais la preuve vidéo de leur tentative d'extorsion. Le piège était armé et prêt à se refermer. Avant que nous ne puissions élaborer notre stratégie suivante, le bruit de la fente de la boîte aux lettres se refermant a résonné dans le couloir. J'ai quitté la cuisine et me suis dirigé vers l'entrée, ramassant la lourde enveloppe posée sur le sol. Elle m'était adressée en calligraphie. Je l'ai retournée, brisant le seau de cire, et j'ai sorti une carte gravée d'or. J'ai lu le texte, un sourire s'affichant sur mon visage alors que la scène parfaite pour leur perte se présentait d'elle-même. C'était une invitation pour le gala du 40e anniversaire de mes parents, organisé au Platinum Country Club le week-end suivant. Les lettres dorées en relief sur le papier cartonné lourd vibraient de l'arrogance habituelle de mes parents. J'ai passé mes doigts sur la surface texturée de l'invitation à leur gala de 40 ans de mariage au prestigieux Platinum Country Club. Mais c'est le petit carton blanc impeccable glissé derrière la carte principale qui a capté toute mon attention. Le texte était imprimé dans une écriture fine et élégante détaillant le programme de la soirée. Tout en bas, une annonce spéciale était mise en valeur, Richard et Cynthia invitaient fièrement leurs convives à assister à la nomination officielle de Brandon comme héritier unique et directeur général de l'empire familial. De plus, ils prévoyaient d'offrir publiquement la propriété historique familiale à Brandon et Claire, présentant cela comme un geste grandiose pour accueillir leur nouveau petit enfant dans le monde. J'ai fixé le carton, un rire froid m'échappant. L'illusion absolue était stupéfiante. Richard s'apprêtait à se tenir devant les politiciens, les chefs d'entreprise et les personnalités les plus influents de la ville pour transmettre un empire qui était en réalité totalement vide. Il offrait un domaine de plusieurs millions de dollars qui était entièrement hypothéqué par Vanguard Holdings. Il offrait une propriété dont il n'avait plus légalement la possession. La vanité de leur projet était exactement le catalyseur dont j'avais besoin pour orchestrer une exécution publique de leur statut social. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Jamal dans la salle de conférence privée de mes bureaux du centre-ville. Les parois de verre offraient une vue panoramique sur la ville, correspondant à la concentration froide et claire que nous partagions tous les deux. Jamal a étalé ses dossiers juridiques sur la table de conférence polie, ses yeux acérés et complètement libérés de la fatigue qui l'avait accablé les jours précédents. Nous avons passé les 4 heures suivantes à synchroniser minutieusement nos actions. Jamal a confirmé qu'il avait officiellement déposé sa demande de divorce sous un strict sceau judiciaire.
Sabrina restait complètement ignorante, occupée à planifier ses tenues de luxe pour le gala à venir, tandis que son mariage et sa sécurité financière étaient légalement démantelés derrière son dos. Pendant ce temps, j'ai finalisé la pile impressionnante de documents de Vanguard Holdings. J'ai autorisé les avis de saisie immédiate sur la propriété familiale et préparé les dossiers de faillite involontaire pour l'entreprise de fabrication de Richard. La paperasse était absolument incontestable, blindée de clauses qui les piégeaient complètement dans leur propre structure de dette frauduleuse. Nous avons synchronisé nos attaques à la perfection, nous assurant que lorsque le marteau tomberait, ma famille n'aurait absolument aucune issue juridique ou financière pour s'en sortir. Le piège juridique étant solidement posé, j'ai quitté le bureau et me suis rendu chez un tailleur haut de gamme exclusif dans le quartier de la mode de la ville. Pendant 30 ans, j'avais laissé ma mère dicter mon apparence. Alors que je passais devant les portants de soie et de velours importés, un souvenir précis m'est revenu à l'esprit. J'avais 18 ans, je me préparais pour mon bal de fin d'année. Cynthia m'avait éloigné de force d'une robe rouge vif, insistant pour que j'achète à la place une robe beige terne et délavée. Elle m'avait pincé la taille, examinant ma posture d'un œil critique dans le miroir, et m'avait dit que je manquais simplement de la structure physique pour porter des coupes audacieuses. Elle prétendait que le beige convenait à ma personnalité effacée, s'assurant que je reste à l'arrière-plan, tandis que Claire et Sabrina dominaient la scène dans des robes à paillettes sur mesure. Toute ma vie, on m'avait habillé pour être le bouc émissaire effacé et invisible. C'était fini aujourd'hui. J'ai choisi une superbe robe longue d'un vert émeraude profond et combatif. La coupe était agressive et nette, avec un décolleté plongeant et une fente spectaculaire qui imposait le respect. Quand je suis sorti de la cabine d'essayage et que j'ai regardé mon reflet dans le miroir à 3 faces, la transformation était indéniable. Je ne ressemblais pas à l'enfant du milieu rejeté. Je ressemblais à une femme qui possédait la pièce. Le tailleur a ajusté la taille à la perfection, soulignant ma silhouette. J'ai payé en espèces, leur demandant de terminer les retouches d'ici la fin de la semaine. J'allais entrer dans ce country club et faire voler en éclats leur illusion si soigneusement construite. Le matin du gala tant attendu est enfin arrivé avec un ciel bleu limpide. Je me suis assise tranquillement devant mon poste de travail à la maison, une tasse de café noir à côté de mon clavier allumé. Nolan était connecté au réseau sécurisé, surveillant à distance le trafic numérique en direct alors que je préparais ma dernière manœuvre financière dévastatrice. Parce que ma société écran détenait les hypothèques prioritaires absolues sur les actifs commerciaux fragiles de Richard et sur la fiducie familiale, je possédais l'autorité unilatérale de déclencher un protocole de défaut immédiat. J'ai accédé à notre portail bancaire principal, naviguant à travers le réseau complexe et emmêlé des comptes financiers privés de ma famille. J'ai vu les différentes cartes de crédit jointes, les comptes de dépenses d'entreprise exorbitants et les lignes de crédit Platinum de Brandon. Ils étaient tous liés à la garantie même que je contrôlais désormais légalement. D'une pression de touche délibérée, j'ai initié un blocage total et irrévocable de toutes les lignes de crédit associées au nom de la famille Wilson. Je n'ai pas exécuté la commande immédiatement. Au lieu de cela, j'ai accédé au protocole de planification, les yeux fixés sur l'horloge numérique de mon écran. Le gala devait commencer à 18h précises, la grande annonce de Richard étant prévue au milieu du dîner. J'ai réglé le minuteur d'exécution à 20h pile. C'était le moment exact où la direction du country club présenterait la carte Platinum principale de mon père pour couvrir les frais de traiteur et de salle pour les 500 invités. J'ai verrouillé le système sécurisé et me suis éloigné du bureau, un sentiment de satisfaction ultime envahissant tout mon corps. Le compte à rebours avait commencé. Les documents de divorce accablants étaient scellés. Les papiers de saisie dévastateurs étaient imprimés. Ce soir, mon père orgueilleux se tiendrait fièrement à un pupitre décoré pour essayer de confier à Brandon un royaume d'or qui n'existait pas. Ce soir, les élites de notre ville verraient la puissante famille Wilson réduite en cendres. Ce soir, ils allaient enfin payer pour leurs fautes. Le Platinum Country Club était un bastion de vieille fortune et de prestige fabriqué. Des voituriers en veste blanche se précipitaient pour ouvrir les portières des véhicules de luxe. Lorsque Nolan et moi sommes arrivés, je suis descendu, l'air frais du soir faisant bouger la soie lourde de ma robe émeraude. La coupe agressive et le décolleté plongeant me faisaient l'effet d'une armure. J'avais passé ma vie entière à m'effacer à l'arrière-plan, portant des couleurs ternes pour éviter les critiques acerbes de ma mère. Ce soir, il était impossible de m'ignorer. Nolan se tenait à mes côtés dans un smoking d'anthracite sur mesure, m'offrant son bras avec un sourire complice. Nous avons monté les marches de marbre et franchi les portes en chêne,
pénétrant dans un monde entièrement bâti sur des faux-semblants et des rapports de force sociaux. La grande salle de bal était un spectacle de richesse excessive. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaleureuse sur les participants. La pièce était bondée des figures les plus influentes de la ville. J'ai repéré des politiciens locaux sirotant du champagne, des investisseurs immobiliers de premier plan échangeant des cartes de visite et des femmes du monde parées de diamants qu'elles pouvaient à peine s'offrir. L'air vibrait du son des instruments à cordes et du réseautage opportuniste. Mes parents n'avaient pas regardé à la dépense pour orchestrer le décor parfait de leur grande illusion. Alors que nous naviguions dans le foyer bondé, la foule en costume et robe de soirée s'est écartée. Les gens se retournaient pour nous regarder. Quelques-uns chuchotaient derrière leur flûte de champagne, leurs yeux suivant la soie émeraude qui traînait derrière moi. J'ai gardé le dos droit, ignorant les regards et me concentrant sur la disposition de la salle. En plein centre de la salle de bal, surélevée sur une estrade, se trouvait la table d'honneur. Elle était drapée de soie blanche et ornée d'immenses compositions d'orchidées blanches. Brandon était assis au centre, l'air suffisant dans sa veste de dîner en velours. Claire était assise juste à sa droite, portant une robe de maternité qui épousait sa silhouette, serrant une flûte de cidre pétillant. Sabrina était placée à sa gauche, la posture rigide, son sourire figé alors qu'elle saluait les invités qui passaient. Ils offraient l'image parfaite d'une succession aristocratique. Mon observation tranquille a été brusquement interrompue par une tape sèche sur mon bras. Je me suis retourné pour trouver Cynthia debout devant moi, le visage crispé dans une grimace désapprobatrice. Elle portait une lourde robe argentée qui ressemblait plus à une armure qu'à un tissu, le cou chargé des perles de famille. Elle m'a dévisagé de haut en bas, ses yeux se plissant en remarquant la coupe coûteuse de ma robe et l'assurance indéniable de ma posture. « Je vois que tu as décidé de te donner en spectacle », a murmuré Cynthia, la voix dégoulinante de venin. « Nous essayons de projeter de l'élégance ce soir, Audrey, pas du désespoir. » Avant que je ne puisse répondre, elle s'est approchée tout près, ses doigts manucurés s'enfonçant fermement dans mon avant-bras, l'odeur lourde de son parfum floral étant étouffante. Elle a baissé la voix dans un murmure dur et exigeant, « J'espère que tu as apporté les $50 000 pour Claire. Ne gâche pas notre soirée en affichant ta pauvreté, Audrey. » Brandon a besoin que cette transition soit absolument impeccable. J'ai baissé les yeux vers sa main, puis j'ai croisé son regard avec une expression tout à fait neutre. « Oh, j'ai apporté exactement ce que cette famille mérite, » ai-je répondu calmement, en me dégageant de son étreinte. Cynthia m'a fusillé du regard, visiblement déstabilisée par mon absence totale d'intimidation. Elle a fait signe à une hôtesse qui passait d'un claquement de doigts secs, « Conduisez-les à leur place », a-t-elle ordonné à la jeune femme. Nolan et moi avons suivi l'hôtesse loin du centre de la pièce. Nous sommes passés devant les politiciens, les investisseurs et les riches personnalités. Nous avons continué à marcher jusqu'à ce que les tables deviennent plus petites, que les compositions florales rétrécissent et que la lumière devienne visiblement plus faible. On nous a conduits tout au fond de l'immense salle de bal, bien loin de la scène et des caméras. L'hôtesse s'est arrêtée à la table 30. Elle était reléguée dans un coin sombre, situé juste à côté des lourdes portes battantes en métal des cuisines des traiteurs. À chaque fois qu'un serveur s'élançait dehors avec un plateau d'amuse-bouche, le bruit lourd des portes résonnait au-dessus de notre table. J'ai regardé nos compagnons de table, nous étions assis aux côtés de 3 coordinateurs de salle en pause et de 2 cousins éloignés qui n'avaient pas été invités à une réunion de famille depuis plus d'une décennie. C'était l'affront ultime. Mes parents m'avaient intentionnellement placé dans la ligne de mire des cuisines pour me rappeler mon insignifiance absolue. Nolan a tiré ma chaise, la mâchoire serrée alors qu'un serveur frôlait son épaule avec un plateau de flûte de champagne. « Ils ne font vraiment pas de cadeaux, n'est-ce pas ?» a-t-il noté, en s'asseyant à mes côtés. J'ai lissé la soie émeraude sur mes genoux et j'ai vérifié la montre en platine à mon poignet. Il était exactement 19h30. J'ai souri, ressentant l'anticipation froide et calculatrice courir dans mes veines. Laisse-les s'amuser avec leur plan de table mesquin, ai-je dit doucement. Ils ignorent complètement qu'ils se tiennent sur une mine financière. Les minutes s'écoulaient, chacune nous rapprochant de 20 heures. J'observais la salle depuis mon coin sombre, mesurant l'ampleur de la fraude qui se jouait sous mes yeux. Richard faisait le tour de la pièce, serrant la main des membres du conseil municipal et riant avec des donateurs d'entreprise. Il projetait l'image d'un titan, un patriarche s'apprêtant à transmettre un empire prospère à son fils chéri. Il n'avait aucune idée que sa réalité entière était sur le point d'exploser. À 19h55, le fond sonore du quatuor à cordes s'est estompé.
Les lumières de la salle de bal ont commencé à baisser lentement, projetant des ombres dramatiques sur les murs. Un projecteur unique a percé l'obscurité, illuminant le centre de la scène. La salle est tombée dans un silence attentif et lourd. Le tintement des verres s'est arrêté alors que les 500 invités tournaient leur attention vers le pupitre. Richard est entré dans le cercle de lumière, ajustant sa cravate en soie et tapotant le micro. Un sifflement du micro a traversé la salle de bal, coupant court aux dernières conversations. Le projecteur brillait sur Richard, éclairant son smoking en velours sur mesure. Il se tenait au pupitre pour s'adresser à ses invités. Cynthia le regardait depuis la table d'honneur dans une attitude de dévotion admirative très répétée. « Je vous remercie tous d'être ici ce soir pour célébrer 40 ans de construction d'un patrimoine qui résonnera dans cette ville pendant des générations », a commencé Richard, sa voix de baryton modulée avec expertise pour paraître à la fois humble et autoritaire. Des rires appréciateurs ont parcouru l'assistance. J'observais depuis l'ombre de la table 30, voyant les politiciens locaux, les investisseurs et les personnalités mondaines hocher la tête comme des marionnettes synchronisées. Ils étaient fascinés. Nous avons bâti l'empire Wilson à partir de rien, a poursuivi Richard. Il s'est forgé sur les valeurs familiales traditionnelles, l'intégrité et la loyauté absolue. Nous avons toujours cru qu'une famille forte est le fondement d'une communauté forte. Ce soir, nous ne regardons pas seulement vers notre passé, mais vers notre avenir radieux et vaste. L'ironie était étouffante. Il prêchait l'intégrité morale tout en vidant secrètement son entreprise et en payant la maîtresse de son fils avec des fonds fiduciaires volés. Il est temps de passer le flambeau à la génération suivante, a annoncé Richard. J'aimerais que mon fils Brandon me rejoigne ici. La salle de bal a éclaté en applaudissements nourris. Brandon s'est levé, boutonnant sa veste avec un sourire suffisant, et a monté les marches pour se tenir aux côtés de notre père. Richard a passé un bras lourd autour des épaules de Brandon, le serrant dans une accolade fière et très médiatisée. Brandon a été le moteur de notre expansion d'entreprise, a déclaré Richard. C'est un leader visionnaire. C'est mon honneur absolu de le nommer officiellement héritier unique et nouveau directeur général de Wilson Holdings. Les flatteurs dans l'assistance ont applaudi plus fort, levant leur flûte de champagne. J'ai regardé Brandon savourer l'admiration, pleinement conscient que l'entreprise qu'on venait de lui confier s'asphyxiait sous d'énormes prêts en souffrance. On le couronnait roi d'un cimetière. Mais un homme ne peut pas bâtir un empire seul, a poursuivi Richard, levant une main pour calmer la foule. Il a besoin d'un fondement solide. Il a besoin d'une famille. Et ce soir, je suis ravi d'annoncer que la famille Wilson s'agrandit. Richard a fait un geste vers la table d'honneur. Claire s'est levée, lissant le tissu de sa robe de maternité sur son ventre légèrement arrondi. Elle jouait le rôle de la future mère timide et rayonnante avec une perfection écœurante. « Claire, s'il te plaît, rejoins-nous », a invité Richard chaleureusement. Elle s'est avancée sur la scène, prenant la main tendue de Brandon. Richard les regardait avec fierté, ignorant complètement la réalité de la situation. Il se moquait que Claire soit encore légalement mariée à un homme qui avait fait confiance à Brandon comme à un frère. La tromperie lui importait peu. Parfois, le destin nous oblige à faire des choix difficiles, a dit Richard, son ton devenant profond et philosophique. Parfois, il faut un leader digne de ce nom pour intervenir là où des hommes plus faibles ont complètement échoué. Brandon a reconnu ce qui était vraiment important. Il a reconnu que la famille passe avant tout. Nous accueillons Claire parmi nous et nous célébrons l'arrivée prochaine de mon tout premier petit-fils. Un murmure collectif de ravissement a parcouru la salle de bal, suivi d'une nouvelle salve d'applaudissements. L'audace de la chose me faisait accélérer le pouls. Richard célébrait ouvertement une liaison. Il humiliait publiquement l'expression du mari absent de Claire, présentant la trahison de Brandon comme un acte de noble salut. Pour s'assurer que cette nouvelle branche de notre famille prenne le meilleur départ possible, Cynthia et moi transférons officiellement le titre de propriété du domaine historique familial à Brandon et Claire, a annoncé Richard fièrement. Un foyer pour la génération suivante de notre patrimoine. Claire a couvert sa bouche, feignant des larmes avec brio alors que Brandon l'embrassait. La foule était conquise. Les personnes présentes ne se souciaient pas de la vérité, elles ne se souciaient que de leur proximité avec le pouvoir. Elles applaudissaient le vol, la tromperie et l'arrogance parce que les Wilson organisaient les meilleures fêtes et signaient les plus gros chèques. Puis la chaleur a disparu du visage de Richard. Son expression s'est figée dans un masque sévère et accusateur. Ses yeux ont parcouru la pièce,
perçant l'obscurité jusqu'à se poser directement sur la table 30, me clouant à mon siège à côté des portes battantes des cuisines. Nous croyons en la loyauté par-dessus tout, a dit Richard, sa voix descendant dans un ton froid qui résonnait dans la pièce silencieuse. La salle de bal est tombée dans un silence lourd et inconfortable. 500 têtes se sont tournées simultanément, suivant le regard accusateur de Richard vers le fond de la pièce. Les invités me fixaient, leur visage affichant du jugement et une pitié condescendante. J'étais la fille indigne, l'exclue égoïste qui avait ruiné le portrait de famille. Mon père venait de m'humilier publiquement devant la ville entière, s'attendant à ce que je me flétrisse sous le poids de sa désapprobation et que je supplie pour obtenir son pardon. Je suis resté parfaitement immobile pendant 3 secondes. J'ai senti Nolan bouger à côté de moi, ses yeux fixés sur mon visage. J'ai posé ma serviette sur la table. Je me suis levé. La soie émeraude de ma robe a capté la faible lumière, brillant comme une lame dans l'obscurité. Les derniers applaudissements se sont éteints instantanément. La pièce est tombée dans un silence complet et absolu. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Même Richard s'est arrêté, son expression satisfaite vacillant lorsqu'il a réalisé que je ne reculais pas. J'ai quitté la table 30. J'ai gardé le menton haut, les épaules en arrière et les yeux fixés sur mon père. J'ai commencé à marcher lentement vers la scène lumineuse, le bruit sec de mes talons résonnant comme des coups de feu sur le sol de marbre poli. Le bruit rythmé de mes talons résonnait comme un métronome comptant les secondes avant leur destruction. 500 paires d'yeux suivaient mes mouvements tandis que je traversais la salle de bal du Platinum Country Club. La soie émeraude de ma robe flottait derrière moi. Des chuchotements s'élevèrent des tables d'honneur, un bourdonnement de panique de la part des invités, mais j'ignorais tout. Mon attention restait fixée sur l'estrade devant moi. Richard se tenait figé au pupitre. Sa main était suspendue en l'air, sa bouche entr'ouverte de stupeur. Il s'était attendu à ce que je reste prostré dans l'ombre à côté des portes des cuisines, pleurant dans ma serviette. Au lieu de cela, je marchais directement vers son projecteur. Cynthia s'est levée de sa chaise, son visage se vidant de sa couleur alors qu'elle tendait la main pour attraper le bras de Brandon. Brandon me fixait simplement, ses épaules vêtues de velours soudainement rigide. J'ai atteint le bas des marches menant à la scène. Je n'ai pas hésité. Je les ai montées avec une grâce lente et délibérée, sans jamais quitter mon père des yeux. Lorsque je suis entré dans la lumière aveuglante du projecteur, la chaleur m'a paru stimulante plutôt qu'intimidante. Richard a reculé d'un pas instinctivement, sa façade soignée se fissurant pour révéler l'homme paniqué en dessous. « Qu'est-ce que tu t'imagines faire » a sifflé Richard, sa voix descendant dans un murmure dur destiné à moi seul. « Descends de cette scène immédiatement avant de te ridiculiser davantage. » Je ne lui ai pas répondu. J'ai simplement tendu la main et pris le micro directement de sa main tremblante. Il était trop sidéré par mon audace pour le retenir. Je me suis tourné pour faire face à la foule immense de la salle de bal. J'ai souri chaleureusement, affichant une confiance absolue et inébranlable. En regardant l'assistance, un souvenir précis a refait surface, j'avais 22 ans, je me tenais dans la salle de conseil de mon père, présentant une stratégie que j'avais passé 3 semaines à élaborer. Richard m'avait coupé au bout de 2 diapositives en riant avec mépris devant tout son conseil d'administration. Il m'avait dit de m'asseoir et de prendre des notes. Il avait dit que je manquais de courage pour parler en public, que je ne possédais pas la force requise pour diriger une salle. Il affirmait que j'étais né pour être un personnage secondaire dans l'ascension inévitable de Brandon vers la gloire. Il s'était trompé. Debout ici maintenant, ressentant le silence absolu de 500 auditeurs captifs, je réalisais que je possédais plus de courage que mon père. Je ne diminuais pas, je prenais toute la place, remplissant l'immense pièce d'une présence qui exigeait le respect. « Merci, Richard, pour cette présentation », ai-je dit, ma voix résonnant de manière nette et claire à travers le système de sonorisation de pointe. Un soupir collectif a parcouru les premiers rangs. Mon père a tressailli lorsque j'ai utilisé son prénom, abandonnant le titre familial pour rompre publiquement le lien entre nous. Mon père a raison au sujet de la loyauté, ai-je poursuivi, marchant lentement sur la scène, m'appropriant chaque centimètre de la plateforme. La loyauté est la pierre angulaire de toute entreprise prospère. C'est le ciment qui unit une famille, et personne ne comprend la nature profonde et intime de la loyauté aussi bien que mon frère et sa charmante nouvelle partenaire. J'ai fait un geste vers la table d'honneur. Le visage de Brandon était devenu d'un rouge sombre et laid. Claire s'est agitée sur sa chaise,
ses mains se posant sur sa robe de maternité. Elle a jeté un regard paniqué à Brandon, sentant le tournant dangereux que prenait la soirée. En fait, ai-je dit, me penchant légèrement vers le micro, laissant mes mots résonner sous les plafonds voûtés, Brandon et Claire sont si incroyablement loyaux l'un envers l'autre qu'ils partagent absolument tout. Ils partagent leur temps, ils partagent leur avenir, et plus important encore, ils partagent des secrets. Le silence dans la salle de bal est passé de l'attente à l'attention. Les politiciens et les investisseurs ont échangé des regards inquiets, sentant que le scénario venait de dérailler violemment. Cynthia a essayé de se lever, la bouche ouverte pour protester, mais un murmure désapprobateur de la foule l'a forcée à se rasseoir. Il voulait voir le spectacle se dérouler. Pendant que je tenais la salle sous mon contrôle, une silhouette s'est déplacée sans un bruit au fond de la pièce. Nolan avait quitté sa place à la table 30 et s'était glissé inaperçu dans la cabine de contrôle audiovisuel surélevée qui dominait la salle. À travers la vitre, j'ai vu la faible lueur bleue de son écran d'ordinateur éclairer son visage concentré. Les techniciens de la salle, probablement achetés ou simplement intimidés par son attitude autoritaire, se sont écartés alors qu'il branchait rapidement son matériel directement sur le système principal du country club. J'ai adressé un léger hochement de tête vers le fond de la salle. Nolan a lancé la commande. Derrière moi, l'immense écran de projection de 30 pieds qui affichait auparavant le monogramme élégant de la famille Wilson s'est soudainement allumé. Le jaillissement soudain de lumière blanche a éclairé la scène, projetant des ombres géantes sur les murs de la salle de bal. Ce changement visuel a fait sursauter plusieurs invités au premier rang. Richard s'est enfin élancé vers moi, ses mains tendues pour arracher le micro. « Éteignez ça », a-t-il ordonné, sa voix se brisant de terreur. « Sécurité, escortez-la hors de la scène immédiatement. » J'ai évité son geste maladroit sans effort, gardant le micro bien en main. 2 agents de sécurité se sont avancés depuis les coulisses, mais j'ai levé la main dans un geste d'arrêt net. Ils se sont figés, hésitant entre obéir au patriarche ou à la femme qui dirigeait la salle avec une autorité absolue. La peur dans ses yeux était exactement ce que j'avais toujours voulu voir, une soumission totale de la part du père qui m'avait rejeté et sous-estimé. C'était mon empire maintenant. J'ai sorti une petite télécommande de ma poche. J'ai regardé Claire. J'ai regardé Brandon. J'ai regardé Richard. Et puis, en maintenant un regard glacial avec les monstres qui m'avaient fait souffrir, j'ai fini par sourire. J'ai appuyé sur un unique petit bouton rouge. L'enregistrement audio provenant du salon de Claire a retenti à travers les haut-parleurs de la salle. Le clic sec du petit bouton rouge a été entièrement masqué par la diffusion soudaine de l'audio qui a inondé la salle de bal du Platinum Country Club. Nolan avait contourné les limiteurs de la salle, diffusant le fichier audio d'une clarté cristalline à travers toutes les enceintes simultanément. Il n'y avait aucun grésillement, aucune distorsion, et absolument aucune place pour le doute. Le volume était au maximum. « Tes parents sont tellement stupides, Brandon », a fait écho la voix mielleuse et reconnaissable de Claire sous les plafonds voûtés, résonnant entre les lustres en cristal. « Ils s'imaginent vraiment que ce bébé est de toi. Dès que nous aurons les 50 000 $ d'Audrey, je réserve les billets pour Paris. » Un soupir collectif a été aspiré par 500 poitrines. Le son a été d'une force physique, une vague de choc qui a balayé l'assemblée de politiciens, de riches investisseurs et de femmes du monde. Je me tenais immobile sur la scène, le micro baissé, observant la destruction absolue de l'illusion que ma famille avait mis des décennies à construire. On se moque de savoir à qui est ce gosse, a répliqué la voix arrogante et rieuse de Brandon à Claire, résonnant avec une netteté glaçante. Le tumulte qui a suivi a été instantané et catastrophique. Le silence de la salle de bal a volé en éclats. Brandon est resté paralysé sur l'estrade à mes côtés. Son sourire suffisant s'est évanoui, remplacé par une expression d'horreur pure. Sa main s'est relâchée et la flûte de champagne en cristal a glissé de ses doigts, s'écrasant sur le sol de marbre poli. Le bruit sec du verre brisé a été le signal de départ du chaos. À la table d'honneur, Claire a poussé un cri perçant et hystérique. Elle a reculé brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. La panique a envahi ses traits alors que les regards accusateurs de l'élite de la ville se fixaient sur elle. Elle a voulu s'enfuir pour échapper aux projecteurs et à la foule qui chuchotait, mais ses mouvements l'ont trahi. L'ourlet de sa robe de maternité s'est pris dans ses talons. Elle a basculé en avant, trébuchant sur le tissu lourd, et s'est effondrée sur le tapis dans une chute ridicule. Cynthia n'a même pas tendu la main pour aider sa belle-fille enceinte. Ma mère est restée figée,
ses mains manucurées serrant son collier de perles si fort que ses articulations étaient blanches. La façade impeccable qu'elle avait passé 40 ans à construire s'est évaporée en moins de 20 secondes. La famille parfaite qu'elle avait continuellement mise en avant pour masquer ses propres insécurités, utilisant les réussites creuses de Brandon comme bouclier contre le jugement social, était désormais révélée comme un nid de fraudeurs. Les retombées parmi les invités ont été immédiates et impitoyables. C'étaient des gens qui vivaient de leur réputation, de leur proximité avec le pouvoir et de leur supériorité morale. J'ai vu les politiciens locaux, ceux-là même qui applaudissaient Brandon quelques minutes plus tôt, s'écarter. Ils ont tourné le dos à la table d'honneur, créant un espace de vide autour de ma famille. Le sénateur de l'État, qui avait serré la main de Brandon peu avant, a fait signe à sa sécurité, se dirigeant discrètement vers les portes de sortie pour éviter d'être pris en photo près du scandale. Les investisseurs murmuraient des instructions à leurs assistants pour éloigner leur portefeuille de Wilson Holdings. Les soutiens de la veille s'étaient transformés en exécuteurs sociaux. Ils abandonnaient le navire sans la moindre hésitation, chuchotant sur cette humiliation profonde. Sabrina restait figée au bout de la table d'honneur, le visage livide. Elle réalisait en temps réel que les secrets de son propre mari pourraient être les prochains à s'afficher sur l'écran géant. La terreur dans ses yeux confirmait la mise en garde de Jamal. Sur la scène, Richard subissait une transformation physique inquiétante. Le patriarche autoritaire qui venait de me condamner devant toute la salle avait disparu. Son visage passait d'une pâleur de choc à une nuance violette. Il a trébuché en arrière, sa main se dirigeant vers sa poitrine alors que sa respiration devenait saccadée et superficielle. Il semblait étouffé. Pendant une seconde, je me suis demandé si son cœur allait lâcher sous le poids de cette humiliation publique. Mais sa rage a rapidement pris le dessus sur sa faiblesse physique. Il réalisait que son grand couronnement, son chef-d'œuvre de mise en scène sociale, avait été détourné et retourné contre lui. Il s'est tourné vers le fond de la salle, ses yeux cherchant la cabine audiovisuelle. Il a repéré Nolan derrière la vitre, ses mains posées sur la console de contrôle. « Coupez le son », a hurlé Richard, sa voix perdant son ton de baryton pour devenir un cri aigu. « Éteignez ça tout de suite. » Sécurité, montez là-haut et coupez le son. Mais Nolan avait verrouillé le système. L'enregistrement a continué de tourner, diffusant les aveux de Claire et Brandon en boucle, gravant l'humiliation dans l'esprit de chaque invité présent. Les haut-parleurs diffusaient leur trahison avec une force impitoyable. Richard a réalisé qu'il ne pouvait pas arrêter l'audio. Il a tourné la tête, son regard se fixant sur moi. Les veines de son cou et de son front saillaient sous la lumière des projecteurs. Il a franchi la distance qui nous séparait en trois grandes enjambées agressives, abandonnant toute apparence de civilité. Il a pointé un doigt tremblant de rage vers mon visage, la poitrine haletante. « Je vais te poursuivre en justice et te prendre tout ce que tu as », a hurlé Richard, des postillons s'échappant de ses lèvres alors que le micro captait sa fureur brute. « J'utiliserai chaque centime de mon entreprise pour t'écraser. » J'ai écouté sa menace résonner sous les lustres en cristal. Richard se tenait là, la poitrine haletante, le visage violet de colère, promettant d'utiliser la fortune de son entreprise pour m'écraser. Un son est monté du fond de ma poitrine. Cela a commencé par un rire étouffé, puis s'est transformé en un rire franc et sonore qui a traversé la salle de bal silencieuse. C'était un son froid et sincère qui a rompu la tension lourde qui régnait dans la salle. L'absurdité de sa menace était la conclusion parfaite d'une farce de 40 ans. « Avec quel argent, Richard ?» ai-je demandé, ma voix coupant le silence de la salle comme un scalpel chirurgical. Il a scié, l'élan de sa rage faiblissant pendant une fraction de seconde. L'assistance s'est penchée en avant, captivée. C'étaient des prédateurs attirés par l'odeur du sang, et ils sentaient le changement de rapport de force. Je n'ai pas attendu que son cerveau paniqué traite la question. J'ai levé la main et j'ai claqué des doigts. Là-haut dans la cabine, Nolan n'a pas perdu un instant, il a lancé la commande suivante. L'immense écran derrière Richard et Brandon s'est modifié, remplaçant la transcription audio par une série de dossiers financiers confidentiels très détaillés de l'entreprise. Le logo de Vanguard Holdings est apparu en haute définition, planant au-dessus de la tête de mon père. À côté du logo, des relevés bancaires, des notifications de défaut de paiement et des avis de saisie d'actifs défilaient. Des murmures ont éclaté aux tables d'honneur. Les investisseurs présents ont immédiatement reconnu le logo de Vanguard. C'était la société d'investissement privée et agressive qui rachetait discrètement les entreprises industrielles en difficulté sur la côte et depuis 5 ans.
Ils connaissaient le nom, ils craignaient l'entreprise, mais ils ignoraient qui en tenait les rênes. Je me suis approché du bord de la Seine, regardant les personnes qui avaient passé ma vie à m'ignorer. Permettez-moi de me présenter convenablement à ceux d'entre vous qui ne me connaissent que comme la fille effacée et décevante de la famille Wilson, ai-je annoncé d'une voix stable et assurée. Je m'appelle Audrey Wilson. Je suis la fondatrice unique, l'actionnaire principal et la directrice générale de Vanguard Holdings. Un soupir collectif a parcouru la salle. Un promoteur immobilier important au deuxième rang a laissé tomber son programme. Cynthia s'est effondrée sur sa chaise, ses mains se dirigeant vers sa bouche. Brandon regardait l'écran géant, ses yeux parcourant des données financières complexes qu'il n'avait pas l'éducation nécessaire pour comprendre. Et en tant que directrice générale de Vanguard Holdings, ai-je poursuivi, marchant lentement sur la scène pour m'assurer que chaque invité entende mes paroles, j'ai l'obligation légale d'informer les investisseurs, les politiciens et les personnalités présents dans cette salle que Wilson Manufacturing n'est pas un empire prospère. C'est un cadavre en décomposition. L'entreprise de Richard est en faillite technique depuis 8 mois. Richard a reculé, s'agrippant au pupitre en bois pour garder l'équilibre. Tu mens, a-t-il bafouillé, bien que la terreur dans ses yeux confirme la vérité. C'est une invention. Nos prévisions trimestrielles sont solides. Tes prévisions trimestrielles sont une œuvre de fiction, Richard, ai-je répliqué calmement. Parlons de ta gestion visionnaire. Il y a 5 ans, lorsque le secteur manufacturier s'est tourné vers la logistique automatisée, tu as refusé de t'adapter. Tu as qualifié la nouvelle technologie de mode passagère. Au lieu d'investir dans ton outil industriel, tu as détourné les fonds de l'entreprise pour maintenir cette illusion de richesse extrême, les cotisations de Country Club de Cynthia, les voitures de luxe de Brandon et le train de vie de Claire. Tu as emprunté sur le fonds de pension des employés, sur les actifs de la chaîne d'approvisionnement. Tu as vidé ta propre entreprise pour nourrir ton ego. Les investisseurs présents sortaient déjà leur téléphone pour envoyer des messages à leurs courtiers. Le sénateur de l'État qui avait soutenu les méthodes de Richard plus tôt semblait malade. Il réalisait que leur association avec lui était désormais toxique. Brandon a enfin semblé mesurer la gravité de la situation. Il a regardé Claire, qui pleurait toujours sur le sol dans sa robe de soie froissée, puis a regardé son père. Le royaume doré qu'on lui avait promis n'était qu'une montagne de dettes. Tu ne peux pas faire ça, a bégayé Brandon, sa voix tremblant comme celle d'un enfant apeuré. Papa, dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. Je détiens les hypothèques prioritaires sur tout, ai-je déclaré, sans aucune sympathie. Vos voitures de luxe, vos comptes de dépenses, les cartes de crédit que vous utilisez pour acheter des vêtements de marque, tout appartient à Vanguard. J'ai glissé ma main dans la poche de ma robe émeraude et j'en ai sorti un lourd document juridique plié, lié par un ruban doré et marqué d'un lourd sceau de cire rouge. Le poids physique du papier correspondait à la gravité du moment. J'ai brandi le document bien haut, laissant les projecteurs éclairer le sceau rouge. Et concernant ce magnifique domaine familial historique que tu viens de donner si généreusement à Brandon et à sa maîtresse, ai-je dit, ma voix résonnant avec une certitude dévastatrice, ce n'est pas un acte de donation. C'est un accord de garantie prioritaire. Il y a 6 mois, lorsque Richard a eu besoin d'un apport soudain de capital pour éviter que sa chaîne d'approvisionnement ne s'effondre, il a mis le domaine familial en garantie. Il a signé l'acte de la demeure historique, des terrains, des écuries et de chaque meuble à l'intérieur en faveur de Vanguard Holdings. J'ai fait un geste de la main. Nolan a réagi immédiatement, l'écran derrière moi s'est modifié, affichant la dernière page du contrat. Là, agrandi sur 10 pieds de haut, se trouvait la signature reconnaissable de Richard apposée juste à côté du sceau de l'entreprise Vanguard. Tu n'es pas propriétaire de cette maison, Richard, ai-je dit. Tu n'as pas l'autorité légale de l'offrir à Brandon, à Claire ou à leur futur enfant. Tu es un locataire dans ma propriété. La salle de bal est restée plongée dans un silence étouffant. Personne n'osait bouger ni boire. Il assistait au démantèlement brutal d'une dynastie. En tant que propriétaire, ai-je poursuivi, marchant lentement vers le centre de la scène, j'ai examiné vos comptes. Vous avez manqué 3 mensualités consécutives. Vous avez ignoré cette notification formelle de défaut envoyée par courrier recommandé à votre bureau. Par conséquent, j'exécute officiellement mon droit de récupérer l'intégralité du bien. Je me suis tourné vers Cynthia, qui agrippait le bord de sa table si fort que ses veines saillaient. Vanguard Holdings saisit le domaine familial Wilson, ai-je déclaré, laissant les mots l'atteindre comme des coups physiques.
À partir de ce soir à minuit pile, la propriété change officiellement de main. Mon équipe de sécurité privée attend déjà aux portes d'entrée. Si toi ou l'un de tes invités tentez d'entrer sur les lieux après minuit, vous serez arrêté pour violation de domicile. Cynthia a laissé échapper un cri strident et viscéral qui a traversé la pièce. Ce n'était pas le soupir mesuré d'une femme du monde, c'était le cri brut d'une femme qui voyait toute son identité s'évaporer. La matriarche hautaine avait disparu. Elle s'est levée de sa chaise, ses genoux fléchissant en atteignant le bas des marches de la scène. Elle est tombée à genoux sur le sol de marbre, ses boucles d'oreilles en diamant oscillant alors qu'elle me regardait avec des yeux terrifiés. « Audrey, s'il te plaît » a supplié Cynthia, les larmes coulant sur son visage et ruinant son maquillage. « Tu ne peux pas faire ça. Nous n'avons nulle part où aller. Toutes mes affaires sont dans cette maison. Mes vêtements, mes bijoux, ma vie entière est dans cette maison. S'il te plaît, je suis ta mère. Tu ne peux pas nous jeter à la rue. » J'ai regardé la femme qui avait passé 35 ans à me faire me sentir invisible. Je n'ai ressenti aucune pitié, absolument rien d'autre que la satisfaction froide d'un dossier classé. Je me suis approché du bord de la scène, la regardant droit dans les yeux. « Et c'est Uber ?» ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion. J'ai entendu dire qu'ils sont très efficaces pour les déplacements rapides. Avant que Cynthia ne puisse recommencer à sangloter, une nouvelle silhouette s'est avancée à travers la foule d'invités stupéfaits. C'était Monsieur Laurent, le directeur général du Platinum Country Club. Son visage était rouge et il serrait un dossier en cuir si fort que ses articulations étaient blanches. Les drames familiaux lui importaient peu, seul son chiffre d'affaires comptait. Il est monté sur la scène, ignorant Cynthia en larmes et Richard paralysé. « Monsieur Wilson » a lancé Laurent, son accent français dépouillé de sa courtoisie habituelle. « J'exige une explication immédiate. » Richard a scié, désorienté par cette interruption. « Laurent, pas maintenant. Nous gérons un problème familial. » « C'est un problème commercial » a répliqué Laurent, frappant son dossier en cuir contre le pupitre. « Vous avez présenté votre carte noire d'entreprise pour couvrir les 100 000 $ de frais de traiteur et de salle pour le gala de ce soir. Mon service comptable vient de tenter de traiter l'autorisation finale. » Laurent s'est tourné vers la salle, sa voix résonnant, « La carte a été refusée. En fait, les 5 cartes de crédit de secours que vous avez fournies ont toutes été bloquées. » J'ai souri intérieurement. À 20h pile, juste au moment où les amuse-bouches étaient servis, j'avais demandé au service juridique de Vanguard de bloquer tous les comptes personnels et professionnels de Richard. La justice poétique de ce moment était délicieuse. Des décennies plus tôt, Cynthia avait orchestré une scène similaire, humiliant publiquement une rivale pour une facture de traiteur impayée lors d'un déjeuner de charité. Elle avait ri en voyant la femme raccompagnée en larmes. Maintenant, c'était Cynthia qui était à genoux, écoutant le directeur du club exiger le paiement de la fête même qu'ils avaient organisée avec de l'argent volé. « Vous êtes ruiné, Richard » a lancé Laurent. « Vous avez organisé un événement frauduleux dans mon établissement. Je fais venir la police dans 5 minutes pour vol de service à moins que vous ne présentiez un virement bancaire valide à la seconde même. » Richard restait paralysé, pris entre le directeur du club furieux et sa femme en larmes. Les murs se refermaient, l'illusion était brisée. Pendant que tous les regards restaient fixés sur la scène, Sabrina a tenté de se glisser discrètement vers la porte de sortie. Elle a été immédiatement bloquée par une autre silhouette. Jamal se tenait comme un mur devant les lourdes portes en chêne, son costume anthracite dessinant une silhouette nette et inflexible dans la lumière faible du couloir de sortie. Dans sa main droite, il tenait une épaisse enveloppe Kraft. Sabrina a eu un hoquet de surprise, reculant sur ses talons. Ses yeux cherchaient une autre issue, mais la présence physique de son mari l'a bloquée complètement contre la porte. Les murmures autour de la scène se sont tus à nouveau. L'assistance, avide de chaque détail de la catastrophe, a immédiatement détecté ce nouveau point d'intérêt. Les têtes se sont détournées de Cynthia en larmes et de Richard aux prises avec le directeur du club, attirés par la tension qui émanait de la porte latérale. 500 invités ont retenu leur souffle alors que l'attention se portait sur la fille aînée des Wilson. Pendant 5 ans, Sabrina avait traité Jamal non pas comme un partenaire égal, mais comme un accessoire qu'elle pouvait afficher dans les réceptions mondaines. Elle l'avait continuellement rabaissé, se moquant de ses origines et de sa carrière d'avocat des droits civiques. Elle considérait son engagement pour la justice comme un passe-temps amusant, tout en vidant ses comptes bancaires pour financer ses achats compulsifs. Elle avait exigé qu'il se conforme aux standards d'élitisme des Wilson,
traitant son amour sincère comme une faiblesse à exploiter. Jamal la regardait avec un calme désarmant. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement la certitude de l'homme qui s'était préparé pour ce moment précis. Il n'a pas eu besoin de hausser la voix, dans le silence de la salle, ces mots ont porté sans effort, « Sabrina », a déclaré Jamal, sa voix dénuée de toute affection. Il a tendu le bras, pressant l'enveloppe contre sa poitrine jusqu'à ce que ses mains tremblantes s'en saisissent. Sabrina a déchiré l'enveloppe, ses doigts tremblants alors qu'elle luttait avec le pli. Une liasse de documents juridiques est apparue. La première page affichait l'entête de la Cour supérieure de l'État, c'était des documents de divorce immédiat pour différents irréconciliables et fautes financières graves. Mais Jamal n'avait pas fini, il a sorti un second document de sa veste de costume, le montrant à l'assistance avant de le placer dans la main de Sabrina. Ce premier dossier dissout notre mariage, a expliqué Jamal calmement, s'approchant pour lui donner plus de poids à ses mots. Le second dossier dissout ta liberté. C'est une copie certifiée de la plainte pénale que j'ai déposée ce matin auprès du Federal Bureau of Investigation. Sabrina a eu un hoquet d'effroi, ses yeux parcourant le sceau fédéral officiel en haut de la page. Son visage s'est vidé de sa couleur. Tu te croyais très intelligente, a poursuivi Jamal, révélant ses agissements à la salle. Tu pensais que je ne remarquerais pas les hypothèques secondaires contractées secrètement à mon nom. Tu as supposé que j'étais trop occupé par mon travail pour repérer les lignes de crédit offshore que tu as ouvertes en utilisant mon numéro de sécurité sociale pour verser de l'argent dans les sociétés écrans en faillite de ton père. Tu as commis une usurpation d'identité et une fraude à la carte de crédit au-delà des frontières de l'État pour soutenir la façade de ta famille. Tu as utilisé ma réputation d'avocat comme bouclier, pensant que ma loyauté te protégerait de ta cupidité. Les invités présents ont reculé de Sabrina, comme si ces crimes étaient contagieux. La révélation d'une fraude fédérale était une condamnation sociale définitive dans leur monde. Sabrina secouait la tête, les larmes ruinant son maquillage. Elle a tenté d'attraper sa veste dans un geste de vulnérabilité feinte. « Jamal, s'il te plaît » a-t-elle murmuré d'une voix brisée. « Tu ne peux pas me faire ça. Je devais aider mon père. Tu sais la pression qu'il mettait sur moi. Nous pouvons arranger ça, nous pouvons engager des comptables. S'il te plaît, je t'aime. » Jamal n'a pas reculé. Il a simplement regardé la femme qui avait détruit leur vie commune. Son absence de sympathie était totale. Il avait récupéré sa dignité et appliqué sa sentence avec une précision chirurgicale. « Je t'aimais, Sabrina » a dit Jamal, sa voix portant un poids indéniable qui imposait le respect de chacun dans la salle. « Mais je n'aime pas les criminels. Mon avocat te verra au tribunal. » Il a fait un pas de côté, libérant le passage vers la sortie. Il ne bloquait plus sa fuite, car elle n'avait nulle part où aller. Sabrina restait là, serrant l'acte d'accusation fédérale contre sa poitrine, paralysée par l'ampleur de sa chute. Le silence dans la salle de bal s'était étiré, lourd et étouffant. La dynastie Wilson avait été démantelée en moins de 20 minutes. Richard était ruiné, Brandon était sans avenir, Cynthia était humiliée pour des dettes impayées et Sabrina risquait la prison fédérale. L'illusion s'était envolée. Puis un nouveau son a percé l'atmosphère lourde. C'était le bruit lointain d'une sirène traversant l'air frais de la nuit à l'extérieur des fenêtres du country club. En quelques secondes, le son s'est multiplié, devenant plus fort et plus proche. Les lumières bleues et rouges clignotaient sur les vitres de la salle de bal, éclairant les visages terrifiés de ma famille. Quelqu'un avait fini par appeler la police. Les lourdes portes de la salle de bal se sont ouvertes à la volée. 4 policiers en uniforme sont entrés, le bruit de leurs bottes résonnant sur le marbre. La foule s'est écartée immédiatement. Sabrina a poussé un soupir étouffé et s'est collée contre le mur, serrant ses papiers. Elle s'attendait à ce que les policiers lui lisent ses droits sur le champ. Mais l'officier de tête est passé devant elle. Ils sont passés devant Richard, toujours figé dans son face-à-face avec le directeur du club, et devant Cynthia. Les policiers se sont arrêtés juste devant Claire. Claire les regardait, le visage exprimant une confusion totale, assise à côté de Brandon dans sa robe froissée. Claire Thorne a lancé l'officier d'une voix forte. « Levez-vous. »« C'est quoi ça ?» est intervenu Brandon. « Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Savez-vous qui nous sommes ? » Ils savent exactement qui vous êtes, Brandon a lancé une voix depuis l'entrée. Un homme a franchi la porte. Le soupir de surprise de l'assistance a été général, c'était Marcus Thorne,
le mari légitime de Claire, celui-là même dont elle affirmait à Brandon qu'elle était en train de divorcer. Marcus était impeccable, son visage affichant une colère froide et absolue. J'ai croisé son regard et lui ai adressé un signe de tête. Il a répondu de même, confirmant l'alliance que nous avions nouée 3 jours plus tôt. « Marcus » a crié Claire, se relevant en hâte. « Marcus, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. Ils mentent. » Audrey ment sur toute la ligne. « Épargne tes forces, Claire » a dit Marcus d'une voix calme qui a coupé court à ses explications. Il n'a pas eu besoin de crier pour que tout le monde l'écoute. J'ai vu les vidéos, les images de sécurité d'une netteté parfaite envoyées directement sur mon serveur sécurisé. Brandon a reculé, ses yeux passant de Marcus à moi. Il réalisait enfin l'ampleur de la surveillance que Vanguard Holdings avait exercée sur lui. « Je vous ai vu, toi et Brandon, dans la suite » a poursuivi Marcus, s'approchant lentement de sa femme comme un prédateur. J'ai écouté les enregistrements audio. Je t'ai entendu expliquer comment tu prévoyais de vider mes comptes offshore avant de me faire signifier les papiers du divorce. Je t'ai entendu rire à l'idée d'utiliser mon argent pour financer les projets d'affaires de Brandon parce que son propre père était trop radin pour lui donner du cash. Claire a plaqué ses mains sur sa bouche, son visage pâle. Toute sa vie, Claire avait fonctionné de manière parasite, elle ciblait des hommes riches, accédait à leurs comptes et vidait leurs ressources avant de passer au suivant. Elle avait toujours joué les victimes à la perfection. Ce soir, sa stratégie s'est retournée contre elle de manière brutale. Marcus a claqué des doigts, reproduisant mon geste. L'un des inspecteurs en civil s'est avancé et a remis à Claire une liasse de documents juridiques. Ce sont des ordonnances de tribunal d'urgence, a annoncé Marcus, signées par un juge à 16h cet après-midi. Elle m'accorde la possession immédiate et exclusive du domaine Thorn. Tu as l'interdiction légale d'y pénétrer. De plus, le juge a ordonné le blocage d'urgence de tous tes comptes personnels et joints pour fraude conjugale avérée. Tu ne peux pas me faire ça. A pleuré Claire, laissant tomber les papiers qui se sont éparpillés sur le sol. Je n'ai plus rien, plus de carte de crédit, plus de voiture, plus de vêtements. Tu as la robe que tu portes sur le dos, a répondu Marcus froidement. Et un billet aller simple pour sortir de ma vie. Messieurs, escortez-la dehors. Les 2 policiers se sont avancés, la prenant par les bras. Claire s'est débattue et a hurlé, ses cris résonnant sous les lustres alors qu'on la traînait vers la sortie. Les invités qu'elle avait tant cherché à impressionner la regardaient partir dans un jugement silencieux, sa réputation et sa sécurité financière anéanties. On l'a jetée à la rue dans sa robe de soirée ruinée. Je l'ai regardée disparaître, ressentant la satisfaction d'un compte réglé. Là-haut dans la cabine de contrôle, Nolan avait terminé son travail. Il est descendu par l'escalier de velours et est venu se placer à ma droite sur la scène, tenant une tablette affichant les transferts d'actifs de Vanguard. Richard se tenait près du pupitre, sa respiration saccadée. Il regardait l'espace vide où Claire venait d'être traînée, Brandon hébété devant l'effondrement de son avenir et le mensonge de sa maîtresse, Sabrina retenue par Jamal avec ses papiers de justice, et Cynthia en larmes sur le sol. Son héritage s'était envolé, sa famille était brisée, sa richesse n'était qu'un mensonge, et moi, la fille qu'il avait traitée comme un moins que rien pendant 30 ans, je possédais chaque morceau de sa vie. Quelque chose a fini par lâcher dans son esprit. La pression de cet échec total a déclenché une colère aveugle. Son visage est devenu d'un rouge écarlate. Il a poussé un cri de rage, abandonnant toute dignité, et a chargé la scène. Il ne me visait pas moi, il visait Nolan, l'homme qui détenait les preuves de sa ruine. Richard a monté les marches en courant, le poing serré, jetant tout son poids dans un coup de poing violent vers la mâchoire de Nolan. Nolan n'a pas scié. Avec l'aisance d'un homme qui avait prévu le coup depuis longtemps, il a simplement pivoté et s'est décalé. L'élan de Richard l'a emporté dans le vide. Son poing n'a rencontré que de l'air, et il a trébuché sur le fil du micro avant de s'écraser de tout son long sur le parquet de la scène. Il est resté là, gémissant de douleur, étalé sur le ventre devant les invités les plus influents de la ville. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes de nouveau avec fracas. 4 policiers en uniforme sont entrés, leurs bottes résonnant sur le marbre. La foule s'est écartée, laissant un large passage. Sabrina s'est tassée contre la porte de sortie, serrant ses documents de justice contre sa poitrine. Elle tremblait, s'attendant à ce qu'on lui lise ses droits. Mais l'officier en tête est passé devant elle. Ils sont passés devant Richard, toujours au sol,
et devant Cynthia en larmes. Les policiers sont montés sur la scène, s'arrêtant directement devant Claire. Claire les regardait avec confusion, assise dans sa robe froissée à côté de Brandon. Claire Thorne a lancé l'officier. « Levez-vous. » Brandon s'est relevé, tentant de retrouver un peu d'assurance. « C'est quoi ça ? » ?»« Vous ne pouvez l'emmener. »« Savez-vous qui nous sommes ? » ?»« Ils savent exactement qui vous êtes. » Brandon a lancé une voix depuis l'entrée. Un homme est apparu, c'était Marcus Thorne, le mari de Claire, celui-là même dont elle affirmait à Brandon qu'elle divorçait. Marcus était impeccable, son visage fermé par une colère froide. J'ai croisé son regard et lui ai fait un signe de tête, qu'il a retourné, confirmant l'alliance scellée 3 jours plus tôt après l'envoi d'un dossier crypté sur son serveur. Marcus, a crié Claire. Marcus, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. Ils mentent. Audrey invente tout. Épargne tes forces, Claire, a dit Marcus calmement. Sa voix froide a imposé le silence à toute la salle. J'ai vu les vidéos de sécurité d'une netteté parfaite envoyées à mon bureau. Brandon a reculé, son regard passant de Marcus à moi. Il réalisait l'ampleur de la surveillance de Vanguard Holdings. Je vous ai vu, toi et Brandon, dans la suite, a poursuivi Marcus, s'approchant de sa femme comme un prédateur. J'ai écouté les enregistrements. Je t'ai entendu expliquer comment tu prévoyais de vider mes comptes offshore. Je t'ai entendu rire à l'idée d'utiliser mon argent pour financer les affaires de Brandon parce que son père était trop radin pour lui donner du cash. Claire a caché son visage, livide. Toute sa vie, elle avait fonctionné ainsi, vidant les comptes des hommes riches avant de passer au suivant. Ce soir, sa méthode s'est retournée contre elle. Marcus a claqué des doigts. Un inspecteur s'est avancé et a remis des documents à Claire. Ce sont des ordonnances de justice d'urgence, a dit Marcus, signées à 16 heures. Elle m'accorde la possession exclusive du domaine. Tu as l'interdiction d'y pénétrer. De plus, le juge a ordonné le blocage de tous tes comptes pour fraude conjugale. Tu ne peux pas me faire ça. A pleuré Claire, laissant tomber les papiers. Je n'ai plus rien, plus de cartes, plus de voiture, plus de vêtements. Tu as la robe que tu portes sur le dos, a répondu Marcus. Et un billet aller simple pour sortir de ma vie. Messieurs, escortez-la dehors. Les policiers l'ont prise par les bras. Claire s'est débattue et a hurlé alors qu'on la traînait dehors. Les invités qu'elle voulait impressionner la regardaient partir dans un jugement silencieux, sa réputation détruite. On l'a jetée à la rue avec rien. Je l'ai regardée disparaître, satisfaite. Nolan est descendu de la cabine et est venu se placer à ma droite sur la scène, tenant sa tablette. Richard se tenait près du pupitre, sa respiration saccadée. Il regardait l'espace vide où Claire venait d'être traînée, Brandon hébété devant l'effondrement de son avenir, Sabrina retenue par Jamal avec ses papiers, et Cynthia en larmes sur le sol. Son héritage s'était envolé, sa richesse n'était qu'un mensonge, et moi, la fille qu'il avait traitée comme un moins que rien, je possédais chaque morceau de sa vie. Quelque chose a lâché dans son esprit. La pression de cet échec a déclenché une colère aveugle. Son visage est devenu rouge écarlate. Il a poussé un cri de rage, abandonnant toute dignité, et a chargé la scène. Il ne me visait pas moi, il visait Nolan, l'homme qui détenait les preuves de sa ruine. Richard a monté les marches en courant, le poing serré, jetant tout son poids dans un coup de poing violent vers la mâchoire de Nolan. Nolan n'a pas scié. Avec l'aisance d'un homme qui avait prévu le coup, il a simplement pivoté et s'est décalé. L'élan de Richard l'a emporté dans le vide, et il a trébuché sur le fil du micro avant de s'écraser de tout son long traîne le parquet de la scène, gémissant devant les invités les plus influents de la ville. Richard restait immobile sur le parquet, sa respiration erratique résonnant dans le micro sur lequel il avait trébuché. Le bruit lourd de sa chute a rompu la fascination de l'assistance. Le dégoût a fini par l'emporter. L'élite de la ville, que Richard et Cynthia avaient tant cherché à impressionner, a tourné le dos d'un même mouvement. Ils se sont dirigés vers les sorties dans un départ silencieux, refusant de rester une seconde de plus avec la famille Wilson déshonorée. Les robes de soirée frôlaient Cynthia toujours prostrée sur le sol. Personne ne lui a tendu la main, personne ne lui a montré de sympathie. Ils abandonnaient le navire en détresse, appelant déjà leurs courtiers et leurs avocats en franchissant la porte. L'officier de police a enjambé le fil du micro et a regardé Richard, la main posée sur sa ceinture.
Il n'a pas aidé mon père à se relever. Monsieur Wilson, a dit l'officier d'un ton neutre. Considérez ceci comme votre unique avertissement. Vous venez de tenter une agression physique devant 500 témoins et 4 policiers. Si vous faites mine de bouger agressivement vers cet homme à nouveau, je vous mets les menottes et vous passez la nuit au poste. Richard s'est redressé lentement sur les mains et les genoux. Du sang coulait d'une coupure au-dessus de son œil, se mêlant à la sueur sur son visage paniqué. Il avait l'air pitoyable. Le patriarche redoutable des Wilson était réduit à un homme brisé rampant sur une scène qu'il n'avait pas payée. Nolan a ajusté ses manches, indifférent à cette violence ridicule. Il a reculé, me laissant la place. Je me suis avancé au bord de la scène, regardant les 4 personnes qui avaient fait de ma vie un combat quotidien pour exister, Richard blessé et haletant, Cynthia en larmes, Brandon fixant le vide sans avenir, Sabrina retenant ses papiers de justice. Regardez autour de vous, ai-je dit d'une voix basse qui a porté sans effort dans la salle désormais vide. Regardez ce que votre cupidité vous a rapporté. Richard a levé la tête, son regard mêlant haine et défaite. Il a voulu parler, mais rien n'est sorti. Vous avez eu toutes les chances, ai-je poursuivi. Vous avez eu 33 ans pour vous comporter comme une famille décente. Vous n'aviez même pas besoin de m'aimer, il suffisait de me traiter avec le respect de base dû à un être humain. Mais vous avez choisi ce résultat. Vous avez choisi de bâtir un empire sur le mensonge, le vol et la cruauté. Vous avez choisi d'exploiter tous ceux qui croisaient votre chemin, y compris votre propre sang. J'ai tourné mon regard vers Brandon, qui a évité mes yeux. Tu voulais la couronne sans faire d'effort, Brandon. Tu voulais hériter d'un royaume que tu n'as rien fait pour bâtir. Maintenant, tu hérites de ce que tu as mérité, absolument rien. Ton statut d'enfant roi vient d'expirer. J'ai regardé Sabrina. Tu te croyais intouchable, Sabrina. Tu pensais que Jamal n'était qu'un marchepied pour ton ascension sociale. Tu as rejeté un homme qui t'aimait sincèrement pour des chaussures de marque et des comptes bancaires illégaux. Profite bien de ton passage devant le tribunal fédéral. Enfin, j'ai regardé mes parents, les artisans de ma souffrance. Vous avez passé ma vie à me traiter de raté. Vous avez fait de moi le bouc émissaire de vos propres insécurités. Vous pensiez qu'en m'écrasant, vous resteriez au sommet. Mais tout ce que vous avez fait, c'est m'apprendre à survivre au pire. Vous avez forgé l'arme qui vous a détruit. Vous avez construit Vanguard Holdings en me montrant exactement comment ne pas gérer une entreprise et comment ne pas traiter les gens. Je n'ai pas attendu leurs excuses forcées. J'ai tourné le dos à leur réalité brisée. Nolan a pris ma main, nos doigts s'entremêlant, signe de notre partenariat solide. Nous avons descendu l'allée centrale de la salle de bal, nos pas résonnant sur le marbre. Nous avons laissé Richard, Cynthia, Brandon et Sabrina dans les ruines qu'ils avaient créées, piégés sur le sol d'un country club qu'ils ne pouvaient pas payer, sans nulle part où aller. En franchissant les portes pour sortir dans l'air frais de la nuit, une sensation de légèreté a envahi mon corps. Le poids de 33 ans de traumatisme, ce besoin constant d'approbation et la peur du rejet se sont évaporés dans le ciel noir. Mes poumons se sont gonflés pleinement pour la première fois. Je me tenais plus droite, je respirais mieux. J'étais enfin libre de l'influence toxique de la famille Wilson. Nous avons marché vers notre voiture, laissant les lumières du Platinum Country Club derrière nous. Les sirènes s'étaient tues, remplacées par le calme de la ville endormie. L'Empire Wilson n'était plus qu'un tas de cendres. Mais alors que la poussière retombe sur la fin de leur héritage volé, un nouveau chapitre commence déjà pour moi. La vengeance est accomplie, les dettes sont payées. Mais que reste-t-il des ruines une fois le feu éteint ?